Bonjour à tous, nous sommes le 4 mars 2021 et le 4 mars 1916, précisément, la conférence de paix de Versailles signe le partage du Cameroun entre la France et la Grande-Bretagne afin que ce dernier soit administré sous mandat de la Société des Nations. Et le 4 mars 1960, le président Amadou Ahidjo proclame la toute première constitution du Cameroun dont le préambule dispose que le peuple camerounais indépendant et souverain se plaçant sous la protection de Dieu proclame que l'être humain sans distinction de sexe, de race, de religion ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission 10-12 Le Zénith de ce jeudi. Bonjour Mbombo Bengan. Bonjour Madame Karine Sontia, bonjour à vos chers téléspectateurs. Effectivement, ce 4 mars 1916, si on s'était tenu à l'occupation territoriale du Cameroun, Yaoundé, la capitale, une grande partie du centre, tout le littoral serait anglophone, parce qu'à l'époque, c'était des zones anglophones. Mais du fait que la Grande-Bretagne et la France, un pays ami, dans la partition actée depuis 1885, on a cédé l'accès à la mer à la France, parce que la France était déjà au Tchad et à Lubangui, Chari, l'actuelle RCA. Comment l'Angleterre qui avait déjà accès à la mer, parce que au Nigeria, il fallait céder à sa sœur en France l'accès à la mer. C'est comme ça que le centre, le littoral deviennent francophones. C'est ce désordre entretenu à l'époque qui participe de l'héritage colonial que nous devons résoudre aujourd'hui. C'est là qui signe la fin de la Première Guerre mondiale, la perte des territoires d'outre-mer de l'Allemagne et l'occupation de ces territoires par les pays qui avaient remporté la Première Guerre mondiale. Absolument. Bonjour, Monsieur Mathieu. Bonjour Karine, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour Isabelle Carole. Bonjour à vous Karine Fontia, bonjour à tous ceux qui regardent le Zénith actuellement. Clin d'œil particulier à toutes les femmes. Nous sommes en ce mois où on célèbre la femme, ces femmes qui sont victimes de violences dans les ménages. Vraiment beaucoup de courage à vous et n'hésitez surtout pas à faire valoir vos droits, à connaître vos devoirs et aussi à vous battre pour vous autonomiser. Merci. Bonjour Dominique Audrey. Bonjour Karine, bonjour téléspectateurs. On va à l'histoire. Directement l'histoire du jour. On reste avec des plaintes d'enfants ou bien des problèmes des adolescents parce que la jeune fille qui nous écrit ce matin est âgée de 19 ans et elle dit qu'elle est la seule fille d'une fratrie de 5 enfants. Elle raconte que lorsqu'elle avait 5 ans, sa mère est venue la laisser chez son père et jusqu'aujourd'hui, âgée de 19 ans, donc 14 ans après, elle n'a plus jamais revu sa mère. Mais grâce à Dieu, la femme de son père la traite tellement bien qu'elle a l'impression que c'est celle-là même qui est sa génitrice. Le problème de la jeune femme, c'est qu'elle dit qu'elle a eu son bac et elle est en première année dans une école de formation. Et elle a l'impression d'être étouffée parce qu'elle dit que son père la surveille trop. Elle dit que son père a refusé qu'elle aille vivre en cité universitaire. Pourtant, son petit frère, lui, âgé de 17 ans, qui a eu le bac la même année qu'elle, lui, il a eu l'autorisation d'aller vivre en cité universitaire. Elle dit que son père la dépose à l'école le matin et qu'il vient la chercher le soir. Et elle dit que dès qu'elle est à la maison, elle n'a plus le droit de sortir. Son père lui interdit tout déplacement. Que son père également crée des faux comptes, des faux profils sur Facebook pour lui demander l'amitié. Mais puisqu'elle s'en est rendue compte, elle refuse toutes ces amitiés-là. À côté de ça, lorsque son père rentre du travail et qu'elle est déjà à la maison, la première personne qu'il demande, c'est d'abord elle. Et il ne tient pas véritablement compte des autres. En tout cas, son père est tellement focalisé sur elle. Elle se dit que lorsqu'elle était au lycée, elle pensait que c'était normal que son père la contrôle et qu'après son baccalauréat, on lui donnerait un peu plus d'espace. Mais malheureusement, comme elle a le bac, elle a l'impression que ça s'est intensifié et elle aimerait savoir, la question qu'elle pose ce matin, c'est de savoir comment faire pour que mon père ait plus confiance en moi. Comment faire pour que son papa ait plus confiance en elle? C'est vrai que c'est un papa qui est très attaché à sa fille et qui a eu la chance d'avoir une femme qui encadrait aussi très bien sa fille. Et voilà.
Voilà. Maintenant qu'elle a grandi, elle estime qu'elle a besoin d'un peu plus d'espace pour s'ouvrir. Elle a besoin de découvrir. Sauf que le papa, lui, il a peur de ce qu'elle va découvrir. Monsieur Mbachou Charles Armel, c'est quand même, on peut expliquer ça à travers le complexe d'Oedipe, cet attachement entre le père et la fille, ou bien le papa a juste peur de ce que sa fille pourrait découvrir? Alors, premièrement, cette fille devrait être très contente d'avoir un père protecteur. Très peu sont des parents qui prennent la peine de contrôler, de suivre. Et je crois que Dominique Audrey aime bien taper les doigts sur ce genre de papa, disant que le père doit être présent, le père doit... Non, je pense qu'elle a raison d'avoir. Elle devrait être très fière d'avoir ce genre de papa. Premier point. Deuxième point, le papa a voulu combler ou cherche à combler un vide affectif que l'enfant n'a pas. Il joue à la fois le père et la mère. Parce que le père a des observations. Le père, vous savez, le père reste, il se dit, si cet enfant échoue, sa mère qui est forcément quelque part, la famille de sa mère qui est forcément, on va pointer du doigt, du style que j'aurais plus protégé ceux qui sont proches de moi. D'où cette nécessité de protection exagérée, entre guillemets, du point de vue de la fille, du papa qui, malgré le fait qu'il y ait une femme qui s'occupe de l'enfant, joue le rôle de père et de mère. Donc, j'estime que du jour au lendemain, ça ne va pas baisser, ça ne va pas changer. Elle a aujourd'hui plus de 20 ans. Elle a 19 ans aujourd'hui. Je pense que c'est un sentiment qu'il a développé depuis l'enfance. Elle a grandi avec. En 19 ans, il a su mettre, implémenter. Se lever aujourd'hui pour changer, ça sera véritablement difficile. Je lui dirais non pas de se rebeller, parce qu'elle est en train d'entrer dans une sorte de rébellion contre son père en lui disant c'est mon corps, c'est ma vie, je fais ce que je veux, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Comme Dominique Audrey dit, laissez les enfants tomber, laissez les enfants se racler, laissez-les apprendre de leurs erreurs. Je sais que c'est sur le point de vue que Dominique développe tout le temps, mais je dirais que ici, laquelle est son père faire son travail et qu'elle prouve à son père que lorsqu'elle aura grandi, elle peut partir. Justement, j'aimerais commencer, poser la question à Dominique en commençant par votre fin. On sait qu'à un certain âge, après, lorsqu'une jeune femme traverse l'adolescence, elle a besoin d'un peu d'espace, elle a besoin de sentir qu'elle peut prendre ses propres décisions. La plupart du temps, quand vous vivez en campagne et que vous réussissez votre bac, vous allez en ville faire des études universitaires et du coup, vous n'êtes plus très proche de papa et de maman, ce qui fait que vous allez seulement les voir le week-end pour avoir un peu d'argent pour la semaine. Maintenant, pour cette jeune fille qui se plaint aujourd'hui, de quoi est-ce qu'elle a besoin? Que son papa lui donne de l'espace ou alors qu'elle arrache son espace? Elle a besoin que son père lui fasse confiance. Parce qu'elle dit que même après l'école, parfois ses camarades organisent des sorties, mais elle ne peut jamais y aller. Donc, elle, en fait, son père a tellement peur que sa fille soit déroutée. Le père a tellement peur que la fille fasse de mauvaises choses qu'il est omniprésent. Mais sauf que il ne pourra être sûr de la maturité ou de la responsabilité de son enfant que s'il lui dit que d'accord, c'est l'anniversaire de ta copine Nathalie ou bien Géraldine ou bien Pascaline, et ben vas-y et rentre à 19h. Si l'enfant n'arrive pas à 19h, malgré que vous lui ayez donné l'autorisation, là vous pourrez sévir parce que votre fille, là je m'adresse à son père, entre dans une phase tellement critique. Il y a les hormones qui parlent dans son corps, il y a l'entourage qui développe une certaine façon d'être, de vivre, qui font que, qu'elle le veuille ou non, ça impacte sur elle de façon, c'est comme ça. À chaque fois, elle aura des camarades qui lui diront non, on est allé manger ici, on allait manger les côtes de porc, on était ensemble entre camarades de classe, on allait prendre des glaces, on allait. Il n'y a pas, c'est pas forcément mal. Mais l'enfant a besoin également de découvrir le monde. Et le monde-là, elle ne peut pas le voir au travers des yeux de son père. C'est compréhensible qu'on a envie de protéger son enfant. C'est compréhensible qu'on ait peur parce que aujourd'hui, la société est tellement perverse. La société est tellement mauvaise, mais vous ne pourrez pas protéger votre enfant parce que la preuve, pendant que vous la déposez, on l'a vu ça à l'école, hein, même au lycée, hein, vous la déposez à l'entrée de l'école, vous la voyez entrer, mais elle peut sauter les murs et elle va, et après elle revient et vous la portez, vous la ramenez à la maison. Donc simplement, le papa devrait
un peu faire confiance à sa fille. C'est comme ça qu'elle sera responsable. Parce qu'elle a reçu déjà une éducation qui fait qu'elle sait qu'elle doit avoir une certaine tenue, une certaine retenue dans la vie. Maintenant, le papa doit pouvoir être sûr que effectivement ma fille est prête. Vous pensez qu'elle va trouver le mari comment dans votre voiture? Je ne pense pas. Il faut qu'elle apprenne également en se frottant aux autres. Est-ce que vous pensez que le papa, il a déjà mis dans sa tête que sa fille pourrait se marier? Il n'est même pas prêt. Il n'est pas prêt. Peut-être ce sont les circonstances qui ont encadré l'arrivée de cet enfant. Un enfant qui lui a certainement causé des problèmes dans son foyer parce qu'elle est née d'une infidélité. Et puis elle est la seule fille de... La seule. Donc, vous savez comment les papas sont. Donc, peut-être, si vous estimez que vous êtes déjà grande, vous pouvez avoir certaines conversations avec votre père et dire à votre père: papa, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Papa, je sais que tu m'as dit que je ne devrais pas faire telle autre chose pour le moment parce que je ne suis pas encore prête. Papa, fais-moi confiance, je ne le ferai pas. Et lorsque j'aurai envie de le faire, j'en parlerai avec toi, je prendrai des conseils près de toi. Donc, vous savez, c'est pour ça que je dis que les éducations, l'ouverture d'esprit varie d'un foyer à l'autre. Mais déjà, elle devrait s'estimer heureuse, comme M. Macho a dit, d'avoir un père qui est présent, totalement présent pour elle, même si il est surprotectionniste. C'est déjà quelque chose. Isabelle Carole, on sait qu'à un certain âge, la fille est capable d'escalader pour faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire qu'elle va faire les murs et tout. Elle est capable d'utiliser des cordes pour traverser la barrière et aller faire ce qu'elle a envie de faire. Sauf que cette fille m'a l'air un peu trop assidue, trop disciplinée et très à l'écoute et à l'action de ce que papa veut. Peut-être c'est aussi ça qui fait qu'elle n'arrive pas elle-même à prendre son envol. Je crois que cette fille, c'est le trop plein d'amour qui la rend un peu, qui lui fait perdre les pédales, parce qu'il y a tellement d'enfants qui rêvent d'être à sa place. C'est-à-dire, c'est comme une femme dans un ménage, c'est-à-dire que à des moments on se plaint, non, mon mari est infidèle, il rentre tard et tout, mais maintenant quand il est trop présent, il est toujours là, à 18h il est déjà rentré, chérie comment tu vas, il est à la cuisine avec toi, il est au salon et tout, on se plaint que monsieur est collant. Voilà. Donc, maintenant, elle se plaint de ce que son père est trop présent et tout, mais je crois que c'est très important. Mais ce qui se passe en fait, c'est qu'il faut un peu fouiller un peu plus loin. Le père en question ne souhaiterait pas que ce qu'il a fait dans sa vie vraiment se répercute sur sa fille. Parce que le drame qu'il a commis, c'est de faire un enfant à une femme et de ne l'avoir pas épousée. Parce que c'est d'abord de ça que tout part. Il a fait un enfant avec cette femme, il ne l'a pas épousée. Aujourd'hui, il se retrouve en train d'élever sa fille seule. Et il sait très bien comment se comportent les hommes. Il sait très bien que les hommes ont du mal à éduquer leur sexe. Il sait très bien que d'un moment à un autre, sa fille peut ramener une grossesse, sa fille peut ramener une maladie. Il sait très bien comment les hommes sont dehors. Et lui, dans tous les cas, il est passé par là. D'ailleurs, il a eu cette fille de manière clandestine, on va dire ça ainsi. Oui. Donc maintenant, comme il ne peut pas enseigner les cours vraiment de ventre et de bas-ventre aux hommes, leur enseigner à quel moment, à quel âge, vraiment sortir, baisser sa braquette et tout, il est obligé de contenir sa fille, il est obligé de l'avoir avec lui partout où il va, de savoir ce qu'elle fait tout le temps et tout. Mais je crois que ce n'est pas la bonne astuce. Parce que lui, il a fait, c'est d'abord grave ce qu'il a fait. Il a peur de payer ça de la pire des façons. Mais il faut qu'il sache que ce n'est pas la meilleure astuce. Parce qu'à cette ère, à cette allure où nous vivons, l'idéal, c'est de pouvoir être copain avec sa fille, copain avec son garçon. Quand vous êtes ami avec votre enfant, vous êtes tranquille. C'est-à-dire que l'enfant, involontairement, sera en train de vous raconter une histoire. Papa, je suis allé à la boutique. Oui. Il y a le boutiquier qui m'a dit que non, vraiment, si je peux avoir le pain chargé, je vais me donner que 100 francs. Et puis, il m'a donné... Parce que vous êtes proche de votre enfant. Mais si vous voulez, vous n'êtes pas autoritaires, qui sont toujours là, qui font ci, qui font ça et tout. On a vu des filles avoir des astuces incroyables. Je dis incroyable. Une fille qui a une astuce que vous ne pouvez pas imaginer. L'enfant qui prend son téléphone portable, qui prend son pain le matin, qui le coupe et qui met son téléphone à l'intérieur. Est-ce que vous le saviez? Non. Ah oui, c'est comme ça que les enfants se comportent. Oui, l'enfant prend le pain, je vous dis, il faut que les parents soient attentifs, ça peut peut-être les aider. Elle divise, vous avez l'impression qu'elle est en train de le tartiner, c'est son téléphone qu'elle met à l'intérieur, il est éteint. Donc vous êtes convaincu que votre enfant n'a mis que son goûter et ses cahiers, mais dans son pain, il y a un téléphone portable. Donc c'est tout simplement pour dire aux parents, faisons très attention, soyons complices avec eux, parce qu'à la l'heure où vous réfléchissez, sachez qu'eux, ils réfléchissent vraiment extrêmement vite. Et ils ont des astuces incroyables. C'est-à-dire que vous allez fouiller partout, mais vous serez loin de fouiller là où vous êtes sur non, l'enfant à la maison et tout. Pourtant, voilà autre chose qui se passe. Bon, Bengal, l'attitude de ce papa envers sa fille pourrait avoir des incidences sur les autres enfants de la maison? Oui.
en bien et en mal, effectivement. Parce que le papa risque de perdre le contrôle sur les garçons. D'accord. Risque de perdre le contrôle sur les garçons et même peut-être plus tard aussi perdre le contrôle sur sa fille. C'est vrai, on dit la confiance n'exclut jamais le contrôle. Comme la priorité n'élimine pas la prudence. Ça aussi, on le sait. Mais mieux vaut avoir un papa présent qu'un papa absent. Et je pense que la fille, elle gagnerait, comme elle donne l'impression qu'elle ne cause pas trop avec le père. Bon, maintenant, qui va établir ce dialogue? C'est peut-être sa maman. Mais elle donne l'impression dans l'histoire qu'elle s'entend avec sa maman. Donc, celle qui regarde. Donc, à ce moment, c'est auprès d'elle qu'elle devrait gagner la confiance de papa. Confiance de papa. Donc, ça lui enlèverait cette possibilité d'avoir une éducation ailleurs. Donc, qu'elle se comporte d'abord comme casanière, mais en allant progressivement pour gagner de l'espace auprès de sa maman, avec qui sûrement elle discute de leur intimité, l'intimité des femmes, mais sa maman qui auprès de papa, elle pourra lire. Si sa maman dit à son père, non, vraiment, elle peut, elle confiance, elle va voir la réaction de son papa et là, elle pourra rebondir. Mais surtout, notre civilisation n'est pas une civilisation guerrière. On n'arrache pas la liberté, on n'arrache pas, nous, on transmet. Donc c'est à ce moment que papa lui dira, non, ma fille, tu as l'impression que je laisse la liberté aux autres, mais toi, parce que nous, on discute généralement. Mais on n'apprend pas à la femme de faire des mauvaises choses. Ce qui veut dire que si elle veut vraiment faire des choses, elle les fera. La femme, oui, tout à fait. La femme, Isabelle Carole vient de les développer. Elle n'apprend pas. C'est grave. Avec des astuces. Oui, la femme aime Il faut avouer que c'est vous les hommes qui nous mettez à la page. C'est-à-dire qu'involontairement, on est obligé de s'arrimer parce que ça passe ou ça casse. Et on sait très bien que les conséquences sont vraiment très catastrophiques chez une femme. Parce que vous-même, vous le dites si bien, vraiment, on ne va pas manger les restes d'un autre. Oui. Quand une femme a déjà fait un enfant et qu'elle n'est pas mariée, l'homme qui vient vous dire je ne suis pas là pour manger les restes de l'autre. Donc vous avez fait un enfant avec quelqu'un qui ne vous a pas épousé, donc il ne peut pas terminer le plat de l'autre. Oui, mais justement, je reviens à l'origine de votre Bible. Adam a vécu seul, tranquille. Quand la femme est venue, le péché est arrivé. Donc vous voyez, à l'origine même de votre Bible, c'est la femme qui a appris au monde qu'il y a le péché, qu'il y a ceci. Donc la femme est très dangereuse. Comme elle commence à être comme ça, ma fille, comme tu nous regardes, c'est toi qui as donné l'histoire, approche-toi de ta maman, discutez, maintenez cette complicité et la même complicité va s'étendre auprès de papa et vous serez plus amis avec papa. Merci, Bonbon Bengan. À présent, on va passer directement à la colère de Charles Armel. Je m'interroge ce jour sur la question des tracasseries liées à l'obtention de la carte grise dans ce pays. Quelle est la durée d'établissement d'une carte grise dans ce pays? Comment comprendre que les services du ministère des Transports, mieux encore de la CONAC, ne font rien face à cette corruption paralysante? Pourtant, le gouvernement avait eu raison de faire payer la taxe ou les taxes d'immatriculation au poste de trésor des impôts et non plus dans les services des bureaux de transport. Est-il normal que les usagers attendent encore 6 à 10 mois pour renouveler une carte grise pourtant payée? Qu'est-ce qui fait blocage au niveau des différents services déconcentrés? Pourquoi les dossiers sont toujours en cours de traitement? Vous avez déposé, payé les reçus, on vous dit allez attendre. Vous revenez 3 semaines après en cours de traitement. Vous revenez 1 mois après en cours de traitement. Vous revenez 2 mois après en cours de traitement. Au bureau des transports,
quand vous n'avez pas fait le geste qui sauve? Comment comprendre que l'obtention d'une carte grise au ministère des Transports relève d'un parcours de combattant? Comment comprendre que la demande relative à l'établissement des cartes grises trouve une seule réponse? Messieurs, vos dossiers sont en cours de traitement. Comment comprendre que les agents du ministère du Transport ont créé des goulots de trianglement où vous pouvez attendre en moyenne 6 à 7 mois pour renouveler ou obtenir une carte grise ou d'autres pièces dont ils ont la responsabilité de délivrance? Qu'est-ce qui fait problème? Le carton? La signature? Les cachets? La qualité du matériel? Point d'interrogation. Alors que tous les bureaux sont dans un même immeuble, sont dans un même bâtiment, comment donc comprendre que ça traîne, ça traîne, ça traîne? Le procédé est simple. Il vous entraîne dans un processus interminable de renouvellement du récépissé, du certificat d'immatriculation en attente de la carte grise. C'est aussi un fait, ils sont nombreux, qui, une fois interpellés par des brigades routières, présentent le récépissé du certificat d'immatriculation en attente, dit-on, de la carte grise qui est en cours de traitement. Lorsque la carte arrive, ce certificat arrive à expiration, on renouvelle. Renouvellement du renouvellement, renouvellement du renouvellement, comme les cartes nationales d'identité. Finalement, certaines personnes ont pris goût à telle enseigne qu'ils ne pensent même plus à récupérer le véritable document. Si vous payez au moins 15 000 francs CFA, ils vous sortent en express votre carte alors qu'ils venaient de mentionner sur votre récépissé le mot en cours de traitement. Est-ce ainsi que nous allons construire une république exemplaire? La question aujourd'hui, on la pose au ministère des Transports. Merci, Monsieur Batchou, pour cette colère qui s'intéresse particulièrement au secteur des transports au Cameroun. On sait que c'est depuis le 17 août 2020 qu'une nouvelle version de certificat d'immatriculation, encore appelée carte grise, a vu le jour au Cameroun. Et ce document avait été très célébré du point de vue de sa forme, presque identique à celle d'un permis de conduire ou d'une carte nationale d'identité. Et ce document était composé d'un protocole de sécurité visible et invisible de dernière génération permettant une authentification mobile en temps réel. Et puis ce document offrait aussi une meilleure flexibilité de transport et de conservation ainsi qu'une meilleure tolérance. Sauf que jusqu'aujourd'hui, ils sont nombreux ces transporteurs qui n'arrivent pas à obtenir cette carte grise là. Pourtant, la documentation fait en sorte que vous en avez besoin pour exercer dans le transport, que vous soyez un privé ou bien dans le transport public. Momo Bengad, comment est-ce qu'on explique cette lenteur-là? Le Cameroun est un pays compliqué. Même ce qu'on a prévu faire, avec l'échéance qu'on s'est donnée, on n'arrive pas à faire. Effectivement, on se pose la question, pourquoi avoir envisagé de procéder à de telles réformes? Ça m'a rappelé 1994-95, lorsqu'on a dit qu'on allait sécuriser l'identité camerounaise avec la nouvelle carte d'identité. Donc on sortait de carton carte d'identité à la carte nationale d'identité qui est valable aujourd'hui. Et vous vous rendez donc compte finalement que en fait, même ça, on n'arrive pas à faire. On n'arrive pas à sécuriser l'identité camerounaise. La même chose se passe là-bas. Donc c'est d'abord une pratique, j'allais dire, qui est ancrée dans notre ADN. Ça joue donc une autre mauvaise pratique qui est dans notre ADN, les fausses cartes grises. Donc il y a beaucoup de faux documents qui circulent. Et on fait comment? Parce que aller le faire, effectivement, voudrait dire qu'on va assainir ce métier-là. On va assainir ces secteurs, parce qu'on a pensé que c'était seulement les transporteurs. Non, c'est toutes les voitures. On va les miniaturiser, comme on pourrait dire. Mais le faux qui encadre le comportement camerounais depuis un moment fait que ça bloque. Maintenant, l'autre chose, je termine par là, en fait, l'État n'a pas l'argent. On est en train de s'embrouiller, on s'embrouille, le gouvernement s'embrouille à vouloir chercher ici et ça, on est bloqué, on est même dans l'impasse.
comment faire pour se faire du sou, pour avoir de l'argent. Et les caisses de l'État d'une part et les poches des citoyens qui ont la charge de le faire d'autre part. Voilà. Donc, on n'a d'ailleurs pas fini avec le permis de conduire, parce que même lorsqu'on passe son examen de permis de conduire, pour avoir le permis de conduire qui n'est plus papier comme avant, qui a été réduit, sécurisé, semble-t-il, c'est un problème. Donc, à tous les niveaux, à toutes les échelles, vous vous dites, mais où est-ce qu'on est? On est où dans ce pays? Donc, en fait, il y a le faux, les mauvaises pratiques et le fait de mettre généralement la charrue avant le bœuf. Nous, on fait comme si on a mis la pratique, on n'a pas réfléchi avant. Et on n'a pas mis des choses bien avant pour que le moment venu, on lance seulement le processus. Voilà. Isabelle Carole Zouped, est-ce que vous voyez bien que c'est un document qui est très important pour les transporteurs, qu'ils soient publics ou privés, ou encore les transporteurs interurbains et tout, mais on se rend bien compte que la procédure d'obtention de ce document, en principe, ne devrait pas être aussi compliquée. Qu'est-ce qui coince? Ce qui coince, c'est le laxisme de ceux-là qui doivent conduire tout le peuple camerounais. C'est ce qui coince, c'est-à-dire que à tous les niveaux, parce que là on parle de la pièce d'identité d'un véhicule. En cas d'accident ou de quoi que ce soit, on soit capable de pouvoir identifier vraiment dans les secondes qui suivent le véhicule vraiment qu'on a en face de soi. Mais si on ne peut pas identifier un véhicule, n'allez pas demander au conducteur de moto-taxi aussi d'être à jour, ou d'être en règle, ou d'être aussi d'être ça. Parce qu'en amont, le travail qui devrait être fait n'est pas déjà fait. Pourquoi pour obtenir une carte grise, il faut assez perdre de temps, ou alors il faut faire une émission et en parler. Or, c'est une chose courante, c'est-à-dire que c'est comme un train qui arrive à l'heure. Ça ne devrait vraiment pas faire de bruit. Si chacun pouvait faire l'effort de respecter son cadre. Et moi, ce qui me choque, c'est que au regard vraiment des chiffres effroyables qu'on a chaque année, pour ne même pas dire chaque mois, ou encore moins chaque jour, de décès, de personnes blessées, accidentées, qui ont été amputées d'une jambe, d'un pied, à la suite d'un accident et tout, parce qu'on remet en cause tout ce qui se passe au ministère des Transports, que ce soit au niveau de la carte grise, que ce soit au niveau de la visite technique, que ce soit au niveau de l'état des véhicules et tout. Je crois quand même que le ministre des Transports devrait se mettre à la place des autres, à la place de ces familles qui sont endeuillées, à la place de ces personnes qui perdent des véhicules du jour au lendemain et qui n'ont pas toutes les possibilités de pouvoir les retracer comme il se doit et donc de brefs délais. Parce que tout ça concourt à pouvoir assainir le secteur, que ça puisse être aussi transparent et on doit le savoir, ça profite aussi bien aux usagers qu'à ces autorités. Non, c'est pas seulement aux peuples qui font du bien, à eux-mêmes également. Il faut dire que depuis l'annonce de la nouvelle carte grise, les Camerounais se sont dit que ça allait être une aubaine. Chacun allait seulement aller se placer au guichet et puis on allait lui délivrer sa carte grise rapidement et puis il allait rentrer, prendre son véhicule et commencer à rouler. Mais il se passe que seulement de 17 août 2020 à 2021, le problème reste le même. Oui, parce que rien n'a été fait. Et rassurez-vous que après avoir annoncé ça, je crois qu'on était au 19 août 2020, Monsieur Masséna a ajouté que les personnes qui ne seront pas, qui n'allaient pas s'arrimer allaient être punies à la date du 31 décembre. Qui est-ce qu'on punit dans maintenant? Parce que qui n'a pas respecté les parts du contrat? Parce qu'il y a des gens qui ont entamé les procédures et qui ne sont pas entrés en possession de leur carte grise. Non, je pense que simplement, il y a, Mbombo l'a dit, il y a le réseau de faux qui juxtapose le vrai en réalité. Et il n'est pas question que ça se fasse dans les normes, parce que si ça se fait dans les normes, ce qui est à côté, on ne pourra pas s'engraisser. C'est quand même incongru que tous les jours, on parle de réduire les importations, de revoir le secteur de l'automobile au Cameroun, alors que la carte grise en elle-même permettrait d'avoir une sorte de fichier. On pourrait savoir exactement, puisque ce serait informatisé, on pourrait savoir exactement le nombre de voitures qu'on a, notre parc automobile national, de par l'octroi de chiffres. Je crois que l'ancienne méthode, c'était 4 chiffres sur papier qu'on donnait. Donc, on pourrait savoir exactement dans la ville de Douala combien de voitures on répertorie et sur toute l'étendue du territoire. Ici, il est impossible de savoir
à qui appartient une voiture? Carole l'a mentionné. Comment on fait avec des voitures volées? Comment on fait? Il y a un enchevêtrement de choses qui vont les unes avec les autres et malheureusement, tant qu'on ne pourra pas effectivement donner la possibilité à chaque voiture ou bien aux Camerounais d'avoir cette vignette-là, ça restera un problème. Et il faut savoir que les vignettes varient, les prix varient du poids de la voiture à un autre, ça va de 28 000, si je ne me trompe, 25 000, quelque chose comme ça, à plus de 100 000. Donc, Monsieur Masséna Galebi-Béhé pourrait éventuellement reprendre les choses en main. Nous sommes au début de l'année 2021. Les choses doivent être faites. On a annoncé depuis le mois d'août et c'était imminent. On a présenté des je ne sais pas si on dit maquettes aussi, des échantillons, mais il faudrait également s'assurer que ça a suivi. Ça a suivi. Donc c'est ça, on a besoin que les choses soient faites pour que les conducteurs de transport n'aient plus de problème au niveau des contrôles. Parce que finalement, c'est eux qui finissent par dépenser, pourtant la faute ne leur revient pas. Monsieur Charlamel Mbachou, cette lenteur pourrait-elle expliquer ce conflit qu'on a aujourd'hui entre les transporteurs et les agents des communes et même des forces de l'ordre? Est-ce qu'on a... le conflit naît sur la base de quoi? Non, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est l'État qui n'est pas suffisamment honnête dans sa façon de fonctionner parce qu'il n'y a qu'une seule question à laquelle l'État se bat à trouver des réponses. La seule question, c'est comment on va faire pour remplir nos caisses. Comment je vais faire pour remplir mes caisses? J'ai les caisses vides. C'est une question que... Allez, on parle, tous les stratèges de l'État, ils sont assis en train de dire comment on va faire pour pouvoir remplir les caisses. On dit, on peut développer, au lieu que l'argent entre dans les caisses, arrangeons-nous comme paye par les impôts. On donne seulement le reçu, puis ils vont faire établir le carton et tout. Est-ce qu'on s'assure de la disponibilité du carton? On s'en fout. Est-ce qu'on s'assure de l'effectivité, de la célérité dans le traitement? Dès que l'argent entre dans les caisses, bon, on a eu combien là? Vous allez voir, le directeur des impôts sort, nous avons réussi à faire, avec la nouvelle immatriculation, un chiffre net de 17 milliards. On va applaudir en disant, il travaille. Il y a du travail qui est fait, les applaudissements vont être faits de partout. Tant pis si vous n'avez pas de documents, tant pis si vous n'avez pas, vous avez vu le système de code. Comment faire entrer l'argent au ministère de la Santé? On a établi des codes, vous allez payer, on vous donne seulement le reçu, vous ne savez même pas ce que vous payez, on a créé les codes amis. Donc vous vous retrouvez dans une spirale où ce qui intéresse l'État, c'est l'argent. Dès qu'on a l'argent, tant pis. Alors, cette innovation, elle a contribué à une croissance, disons, exponentielle de la fiscalité liée au transport. Ça, le ministre a fait plusieurs sorties en disant que depuis l'implémentation de cette nouvelle méthode et tout, l'argent est vraiment rentré dans la caisse. Mais qu'est-ce que les gars qui ont payé font des reçus? On dit vous avez payé au transport, non, aux impôts, non, oui, asseyez-vous. Votre dossier en cours de traitement. Vous arrivez, on dit qu'il y a baisse de tension. Vraiment, l'ordinateur peine à s'allumer, sans cours de traitement rentré vraiment. Vous revenez, le directeur qui devait s'occuper de ça vient de partir en congé. Voilà. Et on va trouver les intérimaires, patienter, voilà, c'est la pause. En cours de traitement. Vous revenez, mais monsieur, vous aussi, je ne sais pas comment arriver à votre dossier, il y a des problèmes, mais là, vous êtes arrivé, il vient juste celui qui... Et vous monnayez à ce niveau-là? Non, vous avez des Camerounais qui disent qu'on ne paye pas. Vous avez des gens qui estiment que... qui pensent encore que Tchoko, ça ne doit pas passer. Les gars gèrent, ils arrivent. Quand on vous a tourné 2 mois, 3 mois, 4 mois, et que vous nécessitez de tourner avec le certificat, vous venez vous dire que gars, on fait comment? C'est la seule question que les gars attendent. Dès que vous dites on fait, ils disent maintenant tu as compris, assieds-toi. Tu as prévu donc quoi? Tu sais que moi je ne bois que le whisky. Hein. Vraiment, depuis avec les histoires des bières, ça donne le ventre et tout. J'ai fait trop de régime, je ne bois que le whisky. Voilà le langage qu'on vous tient. Est-ce que le whisky coûte 5 000 francs? Bon. Est-ce que le whisky coûte 5 000 francs? Vous préparez l'enveloppe, c'est 15 000 francs. Vous lui remettez, il dit que bon, monsieur, prenez un peu d'air là dehors, et puis vous revenez. Le temps qu'on essaie de bousculer, je vérifie. 1, 2, 3. Le temps que vous sortez, on vous rappelle, monsieur, venez, voici votre carte. Donc, regardez jusqu'à quel niveau les Camerounais se sont retrouvés englués à ceci que quand on sort, on dit ça doit changer, les choses doivent changer, on doit lutter contre la corruption. L'idée du départ du gouvernement est bonne, lutter contre la corruption, lutter contre les détournements.
oui, l'argent entre, mais on ne se soucie plus à la suite du pauvre. Vous ne pouvez pas établir une carte nationale d'identité si vous n'avez pas payé tous les frais exigibles. Une fois que vous avez payé, vous rentrez attendre 4 ans, 2 ans, 1 an pour avoir votre carte nationale d'identité. Vous attendez 1 an ou 6 mois pour avoir votre passeport. Vous vous retrouvez dans ce cycle. Mais l'État a demandé l'argent, j'ai payé. Cette pénalité-là qui paye, normalement, on devait imputer à l'État. Vous n'êtes pas en règle, on est susceptible de vous poursuivre et vous payez les dommages que la personne... Ça peut être comme ce que nous vivons avec l'énergie. Vous êtes chez vous payez vos factures de lumière, mais simplement vos factures d'eau, vous êtes en règle avec vos factures d'eau, mais à la fin du mois ou avant la fin du mois, l'eau vient à 6 heures. Ça ne revient plus. Ça revient le lendemain à 12 heures pour 10 minutes. Après, ça ne coule plus. Et à la fin de mois, on vous sert en vous précisant que si vous ne payez pas, vous avez une pénalité de 4 000 et poussières à payer. Donc, je pense qu'il faudrait que les Camerounais se réveillent et qu'on explique, qu'on essaie de faire comprendre au gouvernement qu'ici, c'est très compliqué. Comment vous allez circuler sans carte grise? Dites-moi, comment Cameroun, vous pouvez circuler avec un véhicule sans la carte grise? En payant. C'est l'homme de votre voiture. Et vous allez voir, les clients, c'est pour ça qu'on le peut dans le réseau de faux. Vraiment, mon frère. Ouais, Isabelle, toi, tu viens tout le temps, et si vous dérangez et tout, laisse-moi te faire d'abord même un truc comme ça. Qu'un policier va contrôler. Qu'un policier va contrôler, ou tu vas danser à n'importe quoi, appelle-moi. On vous établit une carte grise qui n'est pas en conformité avec le châssis de votre véhicule. Ah mais je vous dis, tu n'es pas en conformité avec le châssis de votre véhicule. Ça veut dire que ce qui est mentionné là, vous présentez, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous arrivez maintenant, comme il y a des contrôles alcoomiques et tout ça, on vous interpelle. On prend, on dit, monsieur, quand vous donnez, il prend, regarde, ouvrez le capot. Vous ouvrez le capot. Pour ceux dont ce n'est pas mentionné, il va écouter. Trafic de faux documents. Descendez de ce véhicule, ce n'est pas votre voiture. Vous vous retrouvez dans un conflit. Et c'est là où parfois on arrive, vous dites que non. En fait, j'avais payé, mais parce que je n'avais pas pu éviter, on m'a proposé là-bas que je puisse faire ceci. Donc voilà ce que nous vivons aujourd'hui. On paye tous aux impôts, on règle tout. Ce n'est que les reçus qu'on amène au transport pour établir, renouveler sa carte grise, son permis, sa capacité. En fin de compte, ça ne sort pas parce que vous n'avez pas remonnayé. Et le Cameroun se porte bien. Cette question des cartes grises révèle aussi la question générale qui est celle de l'identification au Cameroun, tel que M. Mbachou l'a souligné ici. Mais vous oubliez, vous voyez même un véhicule. On vous sort le véhicule. Le véhicule, c'est un véhicule de 18 chevaux. Oui. Mais sur la carte grise qu'on a fait, c'est 9 chevaux. Parfois, vous voyez le policier faire comme il comprend rien. Il dit qu'il y a 9 chevaux. Il dit que mais là, ça a été non, Dieu. Oh, le capot. Donc, vous voyez, il y a un tel faux qui est en train de se passer, qui a fait son nid au prix de 15 000, 20 000, 25, 30 000. Et finalement, ça n'aide pas les usagers au niveau de la voie. Le problème de l'identification générale au Cameroun, Bonbon Bengan, on identifie les biens, on identifie les personnes, mais jamais on ne voit l'effectivité. Ça se passe, c'est pareil au niveau de l'effectivité des cartes nationales d'identité, c'est pareil au niveau de l'obtention de votre passeport, c'est pareil aussi au niveau de l'obtention, par exemple, de cette carte grise-là. C'est même pareil au niveau de l'adressage des domiciles au Cameroun. Pourquoi l'État camerounais manifeste comme une volonté de ne pas vouloir identifier les Camerounais? Avant, quand on parlait de l'acte de Kumba, ça veut dire nous qui avons coupé nos âges. Maintenant, c'est devenu partout. L'État semble même avoir, j'allais dire, institutionnalisé cette fausse identité. J'entends parler ici, les 55 milliards là. Voilà, on vous parle du stade de Japoma, du stade de Olembe. Bon, on a changé de nom. Voilà comment le faux commence. Au lieu de parler du complexe sportif Paul Biya d'Olembe, on vous parlait déjà du stade d'Olembe. Voilà le faux. Au lieu de parler du complexe sportif de Japoma, on vous parle du stade de Japoma. Voilà le faux. Au lieu de parler du complexe industrialo-portuaire de Kribi, on vous parle maintenant du port autonome de Kribi. Après, ça a commencé par port en eau profonde de Kribi. Voilà, donc avant même que Kribi ne commence à fonctionner, on a changé d'identité au moins 4 fois. C'est le faux. Finalement, même les historiens, vous allez donc, qu'est-ce qu'on aura à Kribi? Finalement, voilà, c'est cet engrenage-là. Où aujourd'hui, voilà, dernièrement aussi, vous avez vu l'entraîneur de l'équipe nationale junior d'une sélection nationale qui a dit, vous dites que les âges de nos enfants ne sont pas, je réponds pas à la question, les partis. C'est vrai, je l'ai soutenu, il fallait sortir. Mais
pourquoi on soupçonne le faux partout? On vous dit U18, c'est-à-dire Honda 18, Honda 18, Honda 18, voilà. Honda 18, de toute façon on va dire que je parle aussi, mais mon stock d'anglais s'est épuisé. Donc Honda 18, donc moins de 18 ans. Vous allez, comment on saura que les gars ont moins de 18 ans? Voilà, il faut donc avoir le carbone 14 niveau de la poignée gauche. Est-ce que c'est fait, est-ce que ce n'est pas fait? Mais apparemment, il y a des gars de 25 ans là-bas que vous trouvez. Bon, il y a le faux partout. Vous voyez un enfant, on vous dit qu'il a 18 ans, mais vous voyez, il rase la barbe, vous vous dites, mais bon, voilà. Mais après, on nous dit qu'il y a des hormones, les métabolismes organiques qui peuvent pousser à ce que l'enfant développe très rapidement les barbes. Donc, après, on va dire que c'est la science. Peut-être il était nourri à la Provence. Donc, voilà. Le faux est installé au Cameroun au point où je vous dis, c'est institutionnalisé. Même, comment vous l'appelez, MIDA. La MIDA est arrivée. Ça a été accueilli par les autorités administratives. Qui ont célébré. Mais après, on vous dit, c'est le faux, c'est le ceci, c'est le ceci. On commence avec la crypto-monnaie, les mal, tout ceci, tout un tas de trucs. Après, on vous dit, ça c'est le faux, il faut les mettre en prison. Il faut. Voilà comment on a amené le pays. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais voulu que les choses soient bien. On amène tout le monde à la débrouillardise. Quand vous vous débrouillez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun essaye de tirer son épingle du jeu, surtout dans le faux. On fabrique l'alcool partout, on siphonne les bouteilles de gaz, on sait, quelquefois même c'est encadré par certaines autorités. C'est le faux carreau qu'on achète, c'est tout est faux. Maintenant, lorsqu'on vous parle de normes, les normes donc c'est où? L'agent de la norme, c'est où? À bien regarder, même la carte d'identité là, est-ce qu'il y a une norme camerounaise pour avoir les dimensions? C'est le faux partout et c'est institutionnalisé. Je termine par là pour marquer que c'est vraiment le faux. Vous avez un colonel, commandant de la gendarmerie, de la Légion de gendarmerie du littoral, novembre 2017. Il fait une enquête à la place portière à Douala. Il découvre qu'on falsifie même la signature du chef de l'État. On a les cachets de la présidente de partout, de tous les services, y compris justement il faut des cartes grises là et des commandes de voitures. Il veut diligenter l'enquête, on lui dit non, un colonel, attendez d'abord. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est. C'est Yaoundé qui décide. Voilà, moi je ne sais pas, c'est sa hiérarchie. Donc, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais voulu assainir le fonctionnement à la place portuaire. C'est là où donc, la première porte d'entrée des véhicules. Quand on ne veut donc pas assainir cette place portuaire, les véhicules qui arrivent, je dirais comment? Nous tous, nous n'avons pas la possibilité d'aller acheter les véhicules là-bas chez les concessionnaires. Même quand on achète, on vient, les services, alors qu'on appartient au même gouvernement, les services du ministère des Finances s'approprient ce que les responsables du ministère des Transports auraient dû faire. Parce que vous avez vu, comme disait Dominique Audrey, c'est le ministère des Transports qui a lancé ça, c'est de son ressort. Mais comment se fait-il donc que ce soit les impôts? Au lieu, par exemple, de détacher un fonctionnaire du ministère des Impôts pour venir au bureau, à ce bureau de transport pour, voilà, non, vous payez ailleurs pour venir ici. Alors qu'en 2002, le chef de l'État avait même sorti une circulaire pour procéder, comment procéder au renouvellement des organes, bureau des organes de base de son parti. Il y a eu on a falsifié la circulaire entre le palais de l'unité et le palais de congrès. Donc au point où Cameroun Tribune publie sa version, le journal du parti publie sa version, donc on se retrouve avec deux versions. Vous savez, on falsifie même les actes du chef de l'État comme ça, à plus forte raison. Voilà. Mais on avait annoncé. Il y a des Camerounais qui ont 3 cartes d'identité. Peut-être là, c'est quand une a été égarée, après on a retrouvé quand on avait déjà fait une nouvelle. Mais attends, avec combien des empreintes digitales, apparemment c'est unique. Pourtant, c'est numérisé. À 3 endroits différents. Faire ce genre de choses. Non, mais la personne a fait à 3 endroits différents. À Douala, à Bafoussam et puis à Yaoundé. Oui, parce que justement, ce n'est pas sorti. Oui, ce n'est pas sorti. C'est pour ça que vous dites qu'il y a un problème certainement au niveau des serveurs informatiques. Parce que une personne, si c'est numérisé, une personne qui a déjà un nom qui apparaît dans les fichiers, ne peut pas avoir son nom qui sort 3 fois. Mais on avait annoncé la numérisation des documents officiels comme une aubaine pour le Cameroun, pour les Camerounais eux-mêmes qui allaient finalement... À la télé.
Mais aujourd'hui, on voit que lorsque les nouvelles cartes d'identité sont sorties, les Camerounais ont reçu ça, on les trouvait belles et puis on avait expliqué que la puce qui est dessus, c'est pour identifier tout le monde de manière numérique lorsque vous faites des choses et tout. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que même pour avoir cette nouvelle carte nationale d'identité... La puce était un porte-monnaie aussi, où vous pouvez mettre de l'argent à l'intérieur. Vous allez vous introduire, vous pouvez régler et tout. Oui. Vous avez le numéro déjà. Justement, on avait annoncé ça comme quelque chose qui allait apporter un peu de la modernisation dans l'identification des Camerounais. Ouais. Mais il y a, comme je disais tantôt, une volonté pour l'État du Cameroun de ne pas numériser le fichier. Pourquoi est-ce que l'État ne veut pas numériser? Est-ce que ça va empêcher qu'il y ait encore des poches? C'est tout simplement pour favoriser la fraude. Non, il y aura une incidence sur les inscriptions sur les listes électorales. Donc, quand vous numérisez tout, vous l'utilisez, ça va implicitement donner un fichier électoral clair et il sera très difficile de truquer les élections. Donc il n'est pas question qu'on sache combien de Camerounais est-ce qu'il existe, le nombre d'âge de voter. Oui. Et ça se passe même dans la fonction publique, c'est-à-dire que l'État a du mal à compter son propre personnel. Absolument. Oui, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne sont pas en fonction mais qui perçoivent le salaire. C'est-à-dire un gars est en retraite depuis des années, où il est en France et c'est la coule douce, mais il perçoit quand même son salaire ici au Cameroun. On parle des logements sociaux vraiment pour des personnes démunies et tout, mais vous trouvez là-dedans des personnes qui ont construit des immeubles et ce sont encore ces mêmes personnes qui sont dans ces logements qui, dit-on, sont pour des personnes vraiment très vulnérables. Vraiment, ça veut donc dire que c'est dans tous les domaines, c'est tous les ministères vraiment qui sont gangrénés et je pense que le mal est profond et comme on dit très souvent, le poisson pourrit par la tête. Monsieur Bachou, il y a des conséquences face à cela. Lorsqu'on n'arrive pas à identifier sa population, on n'arrive pas à identifier le nombre de véhicules, on n'arrive pas à identifier même le nombre de mototaxis qui existent. On nous dit environ 600, environ 5000 et tout. Le drame, c'est que quand vous ne connaissez pas combien vous êtes, vous allez savoir que vous nourrissez qui, vous soignez qui, vous éduquez qui. Vous ne saurez pas qui vous éduquez, vous ne saurez rien. Tant que vous ne maîtrisez pas le nombre, vous n'avez pas procédé à un recensement. C'est la raison pour laquelle vous voyez, le Cameroun ne va jamais confiner. Parce qu'au Cameroun, on ne connaît pas combien nous sommes. On ne connaît pas quel est le nombre de Camerounais. On dit estimativement, on est 40 millions. Le tel ministre soit dit 23 millions. Tel autre ministre soit dit non, on est dans les 30 millions. Chacun avance les chiffres. On ne maîtrise pas le recensement général. La population est bloquée depuis combien d'années? C'est bloqué, on n'a pas donné les résultats. Vous voyez aujourd'hui, c'est fait exprès dans tous les cas. C'est fait exprès. Vous allez vous rendre compte que dans les pièces officielles, il y a plus de faux qui circulent que de vrais. Rappelez-vous de ce commissaire, le commissaire ici du 2e, qui aujourd'hui a Konengi, qui est emprisonné. Je pense que c'est un décret du chef de l'État. Je crois qu'il n'est pas condamné à vie pour avoir donné des identités aux individus sortant du Nigeria, du Tchad et tout, la nationalité camerounaise. Vous vous rendez compte à un niveau où le Cameroun lui-même ne connaît pas le nombre de docteurs qu'il a. Parce que ce n'est pas le Cameroun qui tient l'identité nationale. Le Cameroun, les Camerounais connaissent parce que c'est les Français, c'est les Espagnols qui connaissent le nombre de médecins que vous avez au Cameroun, qui connaissent le nombre de professeurs que vous avez au Cameroun, qui connaissent le nombre d'ingénieurs que vous avez au Cameroun. À travers l'identité, on a toute la connaissance du pays et le recensement. Vous ne l'avez pas. Voilà les cartes grises. Circulez là, vous interpellez sur 100 voitures qu'on interpelle. Lorsque vous voyez le contrôle sort, et le premier qui passe, qui réussit à passer, appelle que gars, ne sort pas avec ta voiture. Il y a le contrôle. Le gars dit que comment il y a le contrôle? Gars, vous allez voir plein de personnes, même sur l'axe de les embouteillages, ces derniers jours, c'est parce que gars, je les aperçus à le contrôle dehors. Le gars cherche un endroit, il garde bien. Il descend, il dit, que je vais ma voiture, voilà 2000. Je les viens prendre. À midi, il vient, il contrôle. Voilà comment on vit dans ce pays. Et malheureusement, c'est entretenu par le système. Pourtant, on sait très bien que la première méthode de sécurisation d'une population, c'est son identification. C'est tout. C'est son identité. On doit recenser, savoir que Douala 3, par exemple, interpeller n'importe quel député. Karine. Demander à n'importe quel député. Bon, ça, député, non, je dis député. Député. Chaque député a une circonscription. Oui. Allez à Vouri-Est. Allez à Vouri-Ouest. Allez à, je ne sais pas moi, Vouri-Centre, Vouri-Nord. Demandez, prenez un député là-bas que vous avez combien en termes de population ici. Bon, environ 500 000. Il va vous dire au dernier sondage, d'après le dernier livre que j'ai lu, nous sommes environ. On possédait à une époque, je pense qu'à l'époque du président Idio, il était un fait tous les trimestres et les semestres
on donnait en termes de taux de natalité. L'hôpital à Kentini a eu en termes de natalité, il y a eu tel en termes de mortalité. Sur la base de ça, on procédait à une évaluation en disant attention, l'année 2010, l'année 2000, pardon, ça rendait plus facile le comptage de la population. 17, 73, nous avons pu à perdre un certain nombre. Il y a eu le taux de mortalité à hausser. Les enfants qui sont décédés du paludisme. L'année qui suit, lors de son discours, le président Idio, lorsqu'il s'exprime, décide que, ok, puisque le paludisme a fait résurgence, avait un taux de mortalité estimé et tout ça, depuis le discours du chef de l'État, on a pu connaître ça. Je ne sais pas si moi, je peux me perdre. Le taux de mortalité, le taux de natalité, on a pu aborder. Or, le discours était le round-up de tout cela en disant. Vous me rappelez d'ailleurs que justement, dans la feuille de route qu'on a transmise au président Paul Biya, c'était marqué dedans que le taux de natalité qui est de l'ordre de 3%, avec l'amélioration de la santé, arrivera à 3,5% en 85. Voilà. Ça prévoyait la population à 40 millions en 2025. Et Aïdjo avait dit, pour juguler, pour maîtriser l'exode rural, il faut développer l'agriculture dans le Ndonga, Mantoum et le Mboui. Il fallait lancer l'opération Yabassi Bafang avec les services civiques de participation et développement pour l'encadrement des jeunes. Il fallait, quand vous entendez parler de la zone Nilong, Nilong, c'est des zones d'aménagement de la maïture, Madagascar, Yaoundé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, au moins, il y avait une lisibilité. Aujourd'hui, vous avez très bien fait de le relever, même les fonctionnaires. On vous dit même qu'il y en a un qui avait des salaires d'études par mois, 1,8 milliard environ, et il l'a fait pendant 10 ans. Apparemment, on veut lui dire que... Mais on a dit qu'il a récupéré, on a l'État a récupéré quelques millions. Voilà, mais de toutes les manières, il faut enlever certaines personnes. Les chiffres. On a récupéré plus de 6 millions. Voilà. Sur plusieurs milliards. Je donne juste plus de 6 millions. Ça a été cité. Voilà. Le ministre Laura Esso a récupéré avec la ministère de la Justice plus de 6 millions. J'ai encore lu ça. Voilà. Et on engage au moins le ministère des Finances. Je vous dis donc, au lieu d'envoyer des fonctionnaires des Finances au transport, ils sont accaparés. Comment le ministère des Finances dit je vais compter les fonctionnaires et agents de l'État de manière physique. Service, oui. On commence donc, on attrape quelqu'un qui lui, il avait beaucoup de salaire par mois. On dit bon, ça va, on te libère. Qu'est-ce qu'on va, on va finir le comptage, on ne finira pas. Et quand on ne veut donc pas avoir le nombre de gens que nous avons, c'est les cartes grises, on va dire. C'est même la paperasse, c'est la paperasse, carte grise de quoi ici. Il y a même des voitures, on dit bon. Débrouillons-nous. Voilà dans quelle situation nous nous trouvons et nous irons d'impasse en impasse. Et la crise sociale, vous avez relevé aussi ça, les bensikineurs qui commencent à venir là. Ils disent, nous on a payé, encadrez-nous, nous qui avons payé l'impôt libératoire, nous avons dit au Premier ministre, on s'est entendu que nous devons produire 5 pièces. Voilà. Mais au moins nous, recensez-nous. Les autres qui s'infiltrent dans notre corps de manière clandestine, là, non, on préfère laisser tout le monde se débrouiller en disant ah les bensikines, c'est comme ça que ça va arriver. Finalement, on se retrouve dans une situation où on ne maîtrise pas quand est-ce que la crise pourra commencer ou où est-ce qu'elle pourra commencer. Parce que quand vous regardez, tous les secteurs, ils sont en ébullition. Et vous avez l'impression qu'à un moment donné, tout va exploser au même moment. Souhaitons qu'il n'y ait pas de déflagration sociale dans ce pays. Bon, ça a commencé avec les motos. C'est de leur droit de payer les motos, de payer les frais de stationnement, d'avoir la peinture jaune sur le réservoir, d'avoir les 2 casques, d'avoir le gilet, de payer même le stationnement, parce que même les taxis qui vont le clando doivent payer le stationnement, ils utilisent abusivement la voie publique. Mais pire, sur 7000 Bensikina, il y a 3000 sont camerounais. Et parmi ceux qu'on a interpellés en Beaupied Consort, ils savaient que c'est des gens d'ailleurs qui étaient les premiers à sortir les couteaux, à sortir les poignards. Alors aujourd'hui, l'État est face à un dilemme. Le monstre chaud qu'ils ont fabriqué, parce que ça c'est l'État. Ils n'arrivent pas à le monstre chaud qu'ils ont fabriqué, ils ont voulu opposer le froid, mais ça ne réussit pas à passer. Comment faire? C'est l'État qui crée. En voulant entretenir la corruption, on finit par installer un roi, introniser un roi qui est difficile désormais à pouvoir dans le débat. Mais tout simplement parce que le mal est profond. Aujourd'hui, on ne fait plus ce qu'on veut, mais on fait ce que vraiment on est obligé de faire. C'est une contrainte. Vous avez bien envie de prendre un taxi le matin, d'arriver chez vous tranquillement, d'être
être à l'abri de tous ces accidents, que le corps ne vous sert pas de carrosserie. Mais quand vous allez faire 1, 2, 3, 4 heures de temps sur place, vous serez obligé à la prochaine moto qui va suivre de dire que vraiment dépose-moi à tel endroit. Mais ça devient très compliqué. Ce moto vous prend à combien? À combien? Non. C'est 2 fois par Non, mois. vous prend à combien? Le prix. Non, ça dépend. Ça peut être Dominique Audrey, soit gratuit, quoi. Hein? Ah, c'est ça. Vous avez fait déjà la protection. C'est des gens qui vous donnent des prix. Ils vous donnent des prix à sortir. Oui, non, mais en même temps, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a la contrainte. Vous avez une contrainte d'arriver au travail à 8 heures. Vous êtes sorti de chez vous depuis 6h30. Vous attendez un taxi, vous avez toute la volonté. Et vous avez même le vêtement qui va avec la voiture. Parce que ça aussi, non. Sérieux, parce qu'il y a des vêtements qui ne permettent même pas qu'on soit à l'aise sur une moto. Oui. Comment les femmes savent de quoi Oui. je parle. Mais tu te retrouves à 8h moins, tu es encore en plein carrefour et tout, entre la sueur qui dégouline sur toi et tout ce qui va avec. Vraiment, c'est très compliqué. Vous voulez Et vous voyez que involontairement, on se retrouve sur cet engin à 2 roues. Et vraiment, ce qui se produit parfois, tout simplement pour dire qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et ce n'est pas parce que vraiment ceux qui nous dirigent peinent à sortir de leur don qu'on va faire preuve d'incivisme. Parce qu'il faut dire que le plus grand fardeau de l'État, c'est l'incivisme des Camerounais. On ne facilite pas la tâche. Peu importe la mission qu'on a fait, on ne leur facilite pas la tâche. Est-ce qu'on doit rappeler à un Camerounais de faire une carte nationale d'identité ou alors de faire enregistrer son véhicule ou encore sa moto, quoi que ce soit? Ce sont des choses élémentaires. Je prends l'exemple simple. Sur l'acte de naissance, il y a combien de Camerounais qui n'ont pas d'acte de naissance? Comment on explique ça? Vous êtes dans des où? Il y a des hôpitaux, il y a des centres d'état civil. Oui, il faut tout simplement aller pour faire un acte. Mais vous vous rendez compte qu'il y en a même qui font ces actes de naissance, qui les laissent encore dans des mairies. Comment on explique ça? Vous n'allez pas dire encore que c'est l'État. La mairie, on a demandé le Congo. Non, c'est pas systématique. C'est pas systématique dans les mairies. C'est pas systématique. Non, comment? Je dis c'est Non, c'est pas systématique. Mais il y a une campagne de... Ce n'est pas systématique. Quand vous arrivez, on vous dit, pour votre carte nationale d'identité, vraiment que ceux qui ont été... Non, je parle pas de la carte. Je dis de l'acte de naissance, quand vous dites que l'on donnait 5 000 ou donnait 10 000, peut-être que ceux qui ont été victimes vraiment se prononcent, mais moi je dis ce sont les choses... Non, pour la carte, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on lui a demandé 5 000. Là, non, c'est pour la carte, mais moi je parle de l'acte de naissance. Au moins. Je sais que ça se... Voilà, on va prendre une pause avec vous et puis on va revenir. De retour dans ce studio ce matin, on s'intéresse aussi au maire de la ville de Douala, M. Roger Mbassa Diné, qui a lancé hier l'opération « Restituez-moi mon trottoir ». On sait déjà que la semaine dernière, le maire avait mis sur pied une note de sensibilisation qui invitait les populations qui occupent le trottoir à travers des produits marchands de libérer afin de permettre aux piétons de bien circuler. Alors, Bobo Bengan, où est-ce qu'on va renvoyer tous ceux qui font le commerce sur les trottoirs? Non, il y en a qui font du désordre. Là, il ne faut pas tolérer le désordre. Ils ont leur boutique. Au lieu de laisser les marchandises dans les boutiques, ils les ont sortis pour occuper le trottoir. C'est là, il faut qu'ils rentrent. Il faut qu'ils fassent rentrer leurs marchandises dans leur boutique. Ils laissent les trottoirs tranquilles. Maintenant, les commerçants ambulants, là, il sera facile de les détecter, de les identifier et justement de les libérer. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas, parce que c'était comme une sorte d'embuscade. Vous n'avez pas où garer, parce que les commerçants ont occupé les trottoirs, vous ne pouvez pas, et il n'a pas prévu de parking, ni pour des motos, ni pour des taxis. Donc, et les piétons, et les motos, et les pousseurs, et les voitures, on se trouvait sur la chaussée qui a à peine 6 mètres. Mètres de largeur, on n'arrivait pas à circuler. Donc, cette fois-ci, c'est un acte, je pense qu'il faut saluer, dont il faut saluer l'action. Il faudrait seulement que le maire, comme on dit, attache le cœur, qu'il aille, qu'il débraye. Oui, parce que dans notre pays, on peut saluer l'action. Charles Hamel le disait ici, lorsque le ministre Ngale Bibé avait parlé des transporteurs, voulait assainir le secteur. Oui, il a dit, pourvu que vous ayez le cœur à ça. Donc, effectivement, il y a trop de désordre à Douala. Trop, tout Douala est devenu un marché. Même à Bonanjo, il y a les rues de la joie. Même partout, vous ne pouvez pas savoir. Mais il y aura sur le terrain, Isabelle Carole, des ripostes, il y aura des oppositions. Les populations n'ont pas libéré depuis la note de la semaine dernière, donc on ne pense pas qu'elles vont libérer juste avec de la douceur. Peut-être qu'on dira que je suis de peu de foi, mais vraiment, je ne suis pas sûre que ce soit une action qui va
qui va prospérer. sur la durée vraiment mettre lent, parce que regardons-nous dans les yeux, on est à Douala et on sait très bien comment ça se passe. C'est tellement compliqué. On a vu ce qui s'est passé au Carrefour de Côte il y a plusieurs années de cela, où on essayait de contenir les conducteurs de moto, taxi. Non, vous devez rester dans cet espace, vous ne devez pas rester dans tel autre. Ça n'a duré que quelques jours. Restituer le trottoir aux piétons, vraiment, je crois, c'est une très belle initiative. Mais sauf que ce n'est que le slogan là qui accroche. Mais sur les faits, c'est difficile, extrêmement difficile. Donc, la chicotte ne tape pas sur les gens de Douala. Bien sûr. Il faut Mais c'est très compliqué. Il faut sortir L'initiative est bonne, mais pour l'implémenter, je vous assure, on a l'impression que le maire sera face à un... Jack Bauer avait dit au Yaoundéen que moi, mon cercueil est dedans, vous allez casser. Ça marche là-bas. Ça a marché. Donc le maire de la ville peut dire... Mais là, on parle de quelle ville? On parle de la ville de Douala. On a multiplié ce type d'action, que ce soit les maires, que ce soit justement préfet et tout ce qui va avec. Mais ça n'a rien donné jusqu'ici. Parce que ce qu'il faut d'abord dire... On multiplie aussi les chicottes. Non, mais je crois que... On n'est pas rigoureux avec soi-même. C'est ça. On n'est pas rigoureux avec soi-même. On va venir dire que non. Là, ils ont parlé d'une période de sensibilisation. Et après, on passera à la phase répressive. Pendant combien de temps? Et c'est les mêmes personnes qui viendront pour la phase répressive. Ce sont ces mêmes personnes qui vont prendre les 5 000, qui vont prendre les 10 000 et laisser les mêmes commerçants sur le trottoir. Le mal est tellement profond et ça commence par nous-mêmes qui sont vraiment des clients. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un sentiment ou alors il y a une paresse. Il faut arrêter de sortir le taxi et acheter le maïs. Tu es dans le taxi, tu veux la chaussure là, je veux la pointure 37 ou 40, allez, on te la livre directement et tout. Tu arrives, tu n'as pas envie d'aller dans les boutiques, de regarder tout ce qu'on propose et tout. Et après, on se plaint du faux. Et après, on se plaint comme quand on a acheté une chaussure et on vous a donné du papier qu'on a emballé ou alors une vieille chemise. Tout simplement parce que vous n'avez pas acheté cet article dans une boutique. Vous ne pouvez pas remonter, vous ne pouvez pas retracer. Si vous achetez une chaussure volée, vous allez justifier comment? Par contre, ce que les gens ne savent pas, il faut toujours avoir le réflexe de se rendre dans une boutique, dans un espace marchand vraiment lorsqu'on veut acheter un article, parce que là, vous avez une facture, vous avez un espace ou alors un endroit. Mais là, c'est pour les gens qui vivent dans un monde de bisounours, monsieur. Du tout, même pas. C'est comme quand Isabelle Caroline dans un monde très coloré. Moi, je pense que le maire et les mairies et les autorités administratives prenaient l'argent sur les gens qui occupaient la voie publique et tout. À travers le TVP, par exemple. Oui, le TVP. Et il y avait l'emprise de la voie publique qui était réservée aux autorités administratives. Maintenant, quand le maire, par exemple, allait autour du marché central de Douala, les routes sont larges. Mais pourquoi on a laissé les commerçants occuper pratiquement la moitié de la rue? Comme c'est le maire de la ville qui s'en charge maintenant pour assainir, qui prend la chicotte. C'est tout. Et voilà. Mais c'est parce que la chicotte marche sur la population de Douala. On va voir. Je crois que Isabelle Carole ne vit pas au Cameroun. Non, pas du Elle tout. n'est pas au Cameroun. Je le dis. Vous n'êtes pas au Cameroun. Ou alors vous avez des lunettes qui vous empêchent de voir ce que nous voyons. Vous marchez dans Douala. Vous ne voyez pas ce que nos yeux voient. Il ne faut pas suivre vraiment. Non. Parce que tout le monde fait ci. Il faut le faire du tout. Même pas, quand même. Vous n'avez pas encore été soutiré dans ces cafouillages-là parce que vous mangez à pied. Moi, j'ai été victime. Monsieur le maire, nettoyez. Est-ce que ce sera possible? C'est possible. Est-ce que ce sera possible? J'ai dit c'est possible qu'il commence On se donne rendez-vous dans quelques semaines. Est-ce que nous, on était tranquilles, on ne pensait plus à ça. Qui est venu avec ça? Oui. C'est lui. C'est lui qui est venu avec nous. Est-ce que nous, on pensait à ça? Comme il est venu avec nous, on est derrière lui, monsieur le maire. Les Camerounais ont loué les boutiques aux Chinois et sont allés dehors. On est d'accord jusqu'à ce niveau. Désormais, les boutiques sont occupées par les étrangers, les Camerounais, eux sont dehors. Eux, ils sont au bord de la route. La douche municipale. Non, j'ai dit ils sont dehors. Allons sur cet exemple assez simple. Oui. Ils ont choisi le vendre dehors la boutique de vendre sur le trottoir. Je pense quand même que vous-même, en tant qu'usager, vous vous retrouvez parfois à la douche. Je prends un exemple simple, à la douche. Vous vous retrouvez à marcher au milieu de la rue, de la route, où à tout moment, le klaxon même ne dit plus rien au Camerounais. C'est grave. Vous allez au marché à la Cité des Palmiers, en face de l'hôpital des marchés de la Cité des Palmiers. Est-ce que vous savez que le marché est arrivé jusqu'à l'hôpital déjà? Déjà? Jusqu'à la porte, on vend déjà les fruits, on y pensait à vos malades. Vos malades mourir. Parmi vos malades, il y a des constipés. Achetez les papas, achetez les oignons. À l'entrée de l'hôpital. C'est normal ça? Je vous prends des exemples. Allez au marché Noudaido. On a rectifié le marché Noudaido. Vraiment était l'endroit le plus convenable que soit. Mais aujourd'hui, les gars ont divisé la chaussée en deux. Marqué Misoké.
aller à Makepe Misoké, on peut circuler à Makepe Misoké. Ils ont divisé la route en 3. Donc maintenant, il faut que vous allez sur le trottoir parfois pour pouvoir circuler. Mais comment ces gens-là vont nourrir leur famille? Non, c'est laisser l'affaire de nourrir les familles. Laissez l'affaire de nourrir la famille. Ce n'est pas sur la chaussée que vous allez nourrir vos familles. Arrêtez ce prétexte. Arrêtez. Non, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Quand vous le dites, pensez à cette commerçante qui est J'ai là-bas. dit, je ne pense pas à elle. Je vous dis donc que La je ne même pense pas à chose, elle. ça, la même chose s'était passée lorsqu'on vendait les vivres frais en Bopi. Comment? Quand on vendait les vivres frais en Bopi entre la gendarmerie et l'hôtel de l'ancien hôtel Maturité, c'était partout. Mais quand on a créé marché Sandaga, on n'a pas convergé, on n'a pas nous allons loin. Regardez Bonakwamwa, la rue Foch et la rue Jameau. Vous marchez sur le trottoir? Du tout. Vous marchez sur le trottoir et c'est les bouteilles de gaz qui sont sur la chaussée, on vous chauffe les repas. Mais combien de fois on a essayé de les recadrer? Monsieur le maire, je lance l'opération, je veux mon trottoir. Moi aussi. Je lance Voilà. l'opération. On a observé quand même que depuis hier, il y a une vague d'opérations comme ça qui ont été lancées dans les différentes villes du Cameroun. Dans la région du Nord, c'est particulièrement l'opération Ville propre. À Yaoundé 5, le maire aussi s'oppose à ce que les usagers jettent les déchets. Non, à Yaoundé, c'est 10 000. Ils sont déjà arrivés, non. Voilà. Ils sont arrivés à ceci Justement. on jette la police municipale dehors, vous jetez un bout de papier, pas le nylon, papier, c'est 10 000 la sanction. Juste, nous sommes d'accord. Il doit être 20 000 parce que c'est économique. Ça doit être 20 000. Vous jetez, vous faites pipi, même n'importe, même 30 000. Je dis, vous faites pipi comme les gars. C'était dans une action qui a marché à Douala. Mais pourquoi vous pensez que l'ambassadeur ne peut pas le faire? Dominique Audrey, moi je vais vous poser une question. Pourquoi les francophones du Cameroun ont du mal à respecter les règles? C'est pas pareil en zone anglophone. C'est pas pareil à Boya, Limbé, Babeda, c'est pas pareil. C'est l'héritage colonial. C'est l'éducation. C'est l'héritage colonial que nous avons eu. La corruption, la répression, le mensonge et la roublardise. En France, quand une loi est votée, il y a des cabinets qui s'asseyent pour dire comment on va contourner la loi. Vous avez entendu les Kaisak et tout. Donc, il dit, ministère du budget, il dit comment il n'a pas. Après, on sent qu'il avait les comptes partout. Voilà. Le problème, c'est que chez eux, ils ont une manière de répression et tout. Mais même chez eux, vous voyez comment quelqu'un entre dans la police parce qu'il est l'ami du chef de l'État, il vient torturer et tout. C'est l'héritage colonial. Donc, il faut que les francophones acceptent d'apprendre auprès des anglophones. Et ils doivent se faire fouetter. Mais la chicotte, les habitants de Douala ont les oreilles aux fesses. Et en même temps, peut-être c'est le fait de dire tous les jours, non, à Douala, on ne peut pas faire ci, à Douala, il y a trop de personnes, que ça ne va pas faire ça. Et c'est une façon de les encenser. Regardez par exemple le tournant qu'il y a à l'école publique de New Deidola. Vous voyez jusqu'où les motos garent. Voilà. Vous voyez jusqu'où les on veut motos payer le garent. stationnement. Non, quand même. Quelquefois, mais si même Quand même, ce n'est pas parce qu'on cherche à manger. Reculez un peu. Les policiers sont là. Dites-leur de reculer. Pourquoi ils envahissent les espaces? À la fin du mois, un bon bensikiné à 150, 175 000. Vous avez déjà été bensikiné? Oui. Non, je veux bien savoir. Ils partagent leur expérience. J'ai dit, vous avez demandez déjà un bon l'activité? demandez. Ça, c'est le bénéfice. C'est le travail. Oui, 175 000. Les gars, je vous donne un endroit, et c'est même plus. Je vous donne un endroit, permettez-moi, en face de la... Oui, on va abandonner nos emplois, finalement. Feu Rouge Bessengue. À Feu Rouge Bessengue, ils ont une tontine tous les samedis. C'est 50 000. Tous les samedis, c'est 50 000. Je vous donne. Allez là-bas tous les samedis, 50 000. Multiplié par 4 samedis du mois. Tunnel de Côte aussi. Voilà. À côté de... Mais ça fait que normalement, ils ne devraient pas avoir des problèmes pour payer les taxes. Ils ne devraient pas avoir de problème. Ils ne doivent pas avoir de problème. Ils ont de l'argent. Ils doivent payer. Isabelle Carole, on va prendre les messages. Ça veut dire quoi? L'État a besoin d'argent. Bon, Et nous, on a besoin de la liberté de circuler sur nos trottoirs. Il y a Hervé Boka qui dit, Charles, mais les 10 000 là vont où? Là n'est pas la question. Dans les caisses de la mairie. Là n'est pas la question. Oui, ça c'est une précision. Il veut savoir, les 10 000 là vont où? La première victime est tombée au niveau du carrefour Coron, Oui. où un monsieur ne savait pas qu'on avait posté les gars de la police municipale avec des motos. Il a jeté un papier. Là, au carrefour Coron à Yaoundé, on l'a suivi, on a dit, monsieur, stoppez. Payez. Vous venez de jeter, suivez-nous. Il dit, non, je paye. On a fait le reçu pour pouvoir... Non, c'est pour vous dire qu'on peut appliquer ça à Douala. On peut appliquer ça ici à Douala et ça va marcher. D'accord, il y a Lissa Yossa. Voilà il y a quelques semaines, les commerçants ont perdu la vie au marché Passy parce qu'installé sur la chaussée, vraiment libérer nos trottoirs. Merci. Justement, en cas d'accident, généralement, on n'arrive pas à éviter.
Et puis les camions tombent souvent sur ces commerçants-là. Yandiké Ndossou qui dit on va arroser ça ce week-end. On ne sait pas. Le problème n'est pas seulement d'enlever sur le trottoir, il faut aussi les recaser. Où va-t-on les recaser? La question est posée justement par Collins Colby sur la page Dans Facebook. le but, c'est de transformer toute la ville en marché. C'est une préoccupation aussi majeure, c'est qu'il ne faut pas le nier. Il faut de nouveaux marchés. marchés. Ils ont besoin d'être recasés. Vous-même sur ce plateau, vous avez demandé la construction de nouveaux marchés, le marché central dans la 5e. Donc l'humanité d'être recasés. Ça veut dire l'humanité veut dire qu'on s'assoit au milieu de la route. Parce qu'il n'y a pas ça à vous occuper les routes. Parce que vous êtes humain. Parce que On veut vendre. vous êtes humain, vous voulez vendre. Tout le monde se débrouille, vous avez monsieur des marchés Macho. encore. C'est ça. Non, attention. On ne demande pas aux gens de De ne pas vendre. Pas aux Vous routes. avez vu, vous passez en Bopi à partir de 20h, 21h, 22h. Mais on vous dit que c'est Bopi, C'est que vous passez à incroyable. 12h, vous allez mettre les mains sur la tête. Et les ongleries, pédicures, manicures, chimicures, greffecures, vous avez tout ça sur le bord. Le soir, vous passez, c'est les ongles que vous écrasez des gens, que vous passez le soir. Mais c'est pas normal. Laissez la chaussée. Vous avez des ongles. Regardez le carrefour Anatole. Carrefour là. Regardez le carrefour Mais c'est Anatole. le carrefour de la coiffure et de la beauté par excellence de la ville de Arrêtons, Douala. je pense que c'est un mot aussi, le maire, encourageons le maire dans cette initiative. tout à fait. S'il a décidé de se lancer, ça veut dire qu'il y a un plan. On a commencé par le recensement, parce que j'ai vu des équipes, ils recensent, on prend des gens en disant, aimeriez-vous quitter vous engagez-vous à quitter le trottoir? Oui, je m'engage, votre nom, vos prénoms, votre numéro de téléphone. On prend ça, suppose qu'il y a un plan. Quittez d'abord le trottoir. On a l'impression qu'il Il commence avait par la fin. Carole. En Stafak, c'est une belle initiative. Seulement au Cameroun, tout est distraction. On fait l'annonce pour créer les débats et commentaires et puis après ça, rien n'est appliqué. On parle de police municipale au Cameroun, mais par la suite, qu'est-ce qu'il en ressort? Vraiment, on a marre de ce pays. Mes frères et sœurs, cessez de gaspiller votre énergie. Ces personnes qui nous dirigent ne nous comprennent jamais. Le problème, l'araignée qui envoie ce message, voilà. Le problème, ce n'est pas de sanctionner, mais de mettre aussi à disposition les bacs pour pouvoir jeter les objets à chaque bout de chemin. Voilà, Regardez une ça histoire dans vécue en Okoti où j'ai traîné avec une... Poubelle. Oh là là, le message... J'ai cherché avec une peau d'orange, cherché un bac où j'allais jeter et je n'ai pas vu. Conséquence, J'ai vous marché, jetez en route. j'ai marché avec un enfant qui fait classe 6, un enfant, un neveu qui fait classe 6. Il a vu la canne, il voulait sucer la canne. J'ai acheté la canne, je donne à un neveu, il se met à sucer. Je vois, il entasse, après il me dit, il faut acheter le plastique. Je dis, c'est pourquoi? Il dit, non, j'ai besoin d'un plastique. J'achète le plastique de 50, je lui donne, il jette à l'intérieur. Nous avons marché Et avec il garde ça. dans le sac. Il a tenu, Il j'ai est dit rentré classique. les Nous enfants. avons marché, Les il a enfants. marché avec Il est rentré jusqu'à, avec. il ne s'est pas plaint, hein, jusqu'à ce qu'il a trouvé une poubelle. Et Il a jeté. Pourquoi vous voulez que c'est là où vous sucez qu'il y a la poubelle? C'est ce qu'il dit, vous voulez que vous sucez qu'il y a la poubelle. Les gens font la même chose à Beya, à Limbe et tout ça. Ils gardent la Ils gardent vie le propre. truc. Ils vont garder la vie Et si vous propre. faites Allez, l'erreur de à- jeter, on vous rappelle de à- ramasser. Alors il y a Chapa Bijou qui dit, je suis d'accord avec cette action, il faut frapper au porte-monnaie. En Belgique, tu ne peux même pas oser faire l'erreur de jeter un bout de papier par terre. Si on te prend, tu vas sentir ton porte-monnaie. Ah ouais, Ah, ouais, c'est ouais. en Belgique aussi. Oui. Et ceux qui vont tomber sous le coup là, vous avez les propriétaires, les gens de Bonanjo et de Bali. Quand ils arrivent là, il dit arachide, comme là-bas, Bonanjo, Bonaprisio, ils ne voient pas ça. Arachide, on vient observer l'arachide par la ville. Ils mangent, ils roulent, ils mangent, c'est eux que ça doit prendre. Non, je vous donne parce que ça, c'est les observations faites sur la route. Ce sont eux là. Ils ne voient pas, on ne voit pas ça dans le plateau. C'est dans nos quartiers. Et dans nos quartiers, on achète comme à la maison. Ils achètent beaucoup? Mais ils achètent beaucoup. Donne-moi pour 300. Vous Ils voyez, mettent dans en la plein feu voiture. rouge, quelqu'un qui a une grosse voiture, on baisse la vitre pour acheter les arachides. Et comme il parle, tout le trajet, si vous suivez les coques d'arachides, vous allez là où il est. À Bafoussam, il y a une mesure qui luttait contre l'insalubrité, justement, qui visait à ce que les citoyens ne fassent plus leurs besoins en pleine rue, donc interdit d'uriner partout dans la ville et tout. Mais cette mesure n'avait pas prospéré, monsieur Mathieu. Parce qu'on n'a pas pris la chicotte. Il faut la chicotte, il faut Et les le toilettes porte-monnaie publiques doit aussi. souffrir. Je vous ai D'ailleurs, dit. il y a Jules Ça Bocca fait qui même dit... travailler la police Il n'y a municipale. pas de toilettes publiques, mais Les on toilettes oblige publiques. les gens à ne pas faire pipi n'importe où. Pour quelqu'un qui a plus de 10 km de chez lui, comment va-t-il faire? Dans une On station. instaure 10 coups de fouet pour avoir pissé en route. Vous pissez en route, c'est là. Là où vous avez pissé 10 coups de fouet. Je dis, il faut que ça change. Il faut que dans 5 ans, on lave les rues. Dans 1 an, on commence à laver les rues plutôt que la balayer. Non, moi je pense que chacun a sa part de responsabilité et que vraiment si
on s'ordonne, tout va aller pour le mieux. Par exemple, pour cette action que le maire vraiment est en train d'implémenter, si en amont on avait quand même essayé de revoir les espaces marchands dans la ville de Douala, vraiment on ne devrait pas arriver à ce stade. Quand vous arrivez au marché Mbopi, il est construit comment? Les marchés, même quand il y a des incendies, seul, hein. Les sapeurs-pompiers ont du mal à se déployer pour pouvoir... Il y a des bouts. Parce que les pousses de mèches qui sont en route là, les pousses de mèches qui sont en route là, c'est logique. Les pousses qu'on gare en route là, c'est normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Et c'est de la faute Mais de je qui? dis, si le marché était bien construit, s'il y avait assez d'espace, je ne crois pas qu'une femme prendrait plaisir à rester sous le soleil, sous la pluie, à la merci de toutes ces intempéries parce qu'elle veut vendre ci ou ça. Je vous prends un marché, Isabelle Carlo, je vous prends le marché Sanaga. C'est le marché des vivres, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que vous savez qu'il y a plein de boutiques vides dedans, mais les femmes préfèrent vendre à l'entrée? Oui, parce que vous les clients, vous les avez là-bas. C'est pour simplement dire que... Vous trouvez toujours des réponses. Non. C'est avec ça là qu'on va pas s'entendre au Cameroun. Il y aura la chicotte. Il faut la chicotte. Parce que je dis qu'il y a des boutiques fermées à Sanaga, mais les femmes préfèrent vendre dehors. Quand vous voulez parler, dites que non, c'est ma boutique dedans, ne me voyez pas comme je suis là. Tu fais quoi dehors? Écarte-le. Libérez le trottoir. On va prendre directement la revue des réseaux sociaux, Isabelle Carole. D'accord, la revue des réseaux sociaux. Ce matin, on va donc revenir sur ces images qui font donc le tour de la toile, notamment avec ces affrontements qu'on a eu à tout début de semaine du côté donc du marché Mbopi à Douala. Précisément, on avait vu ces conducteurs de moto-taxi vraiment aller en guerre, on va le dire ainsi, contre les agents de la police municipale. Ces conducteurs des engins à deux roues donc s'opposent au paiement de certains taxes exigibles dans le cadre donc, de l'assainissement de ce secteur. Il faut noter qu'à la suite donc, de ces échauffourées qui ont duré des heures, on a enregistré des blessés. Plusieurs personnes ont été interpellées. Même si le calme est de retour sur cet axe, il faut bel et bien noter que la bataille sera bel et bien rude, comme on peut le constater, pour pouvoir appeler les uns et les autres à plus de civisme, à être corrects dans l'exercice de leur profession, qu'on va considérer ainsi, même s'ils se plaignent de ce que le secteur ne soit pas aussi pris en compte que les autres. Voilà donc ce qui a pu se passer. Il a donc fallu l'intervention des forces de maintien de l'ordre pour un retour au calme de ce côté-là. C'est pas la première fois qu'on exige à ces conducteurs de pouvoir se mettre à jour, mais beaucoup peinent. Voilà. Voilà. On va dire que pour réguler le secteur des mototaxis, il y a le décret numéro 2008/3447 du 31 décembre 2008 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des motocycles à titre onéreux. Et on va préciser que le chapitre 2, article 4, précise notamment que l'obtention d'une licence pour exercer dans cette profession, il faut d'abord l'obtention d'une licence spéciale de transport de catégorie S2 et d'une carte de transport public routier. Il faut l'inscription au registre des transporteurs par moto, la détention d'un certificat de visite technique en cours de validité. Il faut aussi la détention d'une police d'assurance en cours de validité délivrée par une compagnie d'assurance agréée. Et enfin, l'acquittement de l'impôt libératoire. La visite technique visée en alinéa 1 n'est pas exigible pour les motos-taxis à l'état neuf de moins de 6 mois. C'est pour faire la moto oui, oui, parce que c'est régi. Donc c'est un métier, en fait. Donc c'est déjà un métier et c'est régi par un décret. Ça veut dire quelque part que, en fait, on a laissé les conducteurs de moto exercer sans tous ces documents-là pour après venir jouer les pompiers pyromanes, monsieur Mbachou. Moi, tout ce que vous avez dit là, c'est le papier. Moi, j'ai ma seule phrase, payer. Il faut payer. Pourquoi? Non, il faut payer. 175 000. Parce qu'ils sont à 200 000 le mois, 175, 200 000 francs le mois, ils doivent payer. Vous savez, beaucoup de Camerounais aujourd'hui, pour être plus sérieux, sont handicapés du fait de ces motos-taxis. On a créé tout un pavillon à l'hôpital La Quintini, le pavillon Bensikin, où lorsque vous arrivez, on dit la moto, on dit tout droit. Vous allez là-bas, c'est votre pavillon. Vous avez déjà eu un accident avec vous, avec une moto, Isabelle, je doute fort. Moi, j'ai eu un accident où j'ai marché pendant presque 3 mois en tirant le pied. Oui, je tirais le pied parce qu'un Bensikiner, il a voulu passer entre 2 véhicules. J'étais en train de lui dire arrête, il m'a dit non, grand, je connais la moto. Grand, je connais la moto. Allons, ça va passer. Grand. Vous pensez que vous êtes costaud? Allons, grand. En allant, ça a pris mon pied, ça a tordu littéralement mon pied.
Quand ça finit, oh grand, assieds-toi, grand, assieds-toi. Je me suis assis. Il dit, on va souffler. Hey, ma moto, même pendant qu'il a fait semblant de regarder, comme il a démarré là, c'est son dos que j'ai vu à des kilomètres. On m'a abandonné là, c'est encore mes frais. Je pense qu'il y en a un gars qui a l'assurance. L'assurance même c'est combien? On peut prendre quand même en charge. Celui qui sort, qui a son permis A, qui sait qu'il s'est battu pour pouvoir obtenir son permis. Il y a plein de centres de formation qui font ces gars. Il a son permis. Il est bien. Il y a quand même un minimum. Quand vous savez que vous êtes en règle, vous allez vous rendre compte que même pendant les embouteillages, vous allez voir une catégorie de Bensekina qui vont dire je ne pars pas là-bas. Oui. Vous faites, il dit je ne pars pas là-bas. Madame, je suis en règle, j'ai mes papiers, madame, je prends la voie normale parce que je suis passé. Mais vous allez voir un autre, parfois vous êtes en train de circuler, il coupe, il monte sur le terre plein. Tant pis pour vous, si vous tombez, on vous écrase, ce n'est pas son affaire. Il faut de l'ordre dans ce secteur. Je pense que ceux qui ont vu les actions qui sont posées, moi je connais beaucoup, qui sont venus me dire, vraiment Charles Armel, on a suivi ce que vous dites à la télé tout le temps, nous on est parti s'inscrire, hein. Vraiment sachez que depuis là il y a des Bensekina sérieux comme nous on est parti, ils m'ont montré leurs différents documents, que les autres aillent s'inscrire pour être dans la légalité, c'est important, parce que s'ils ne sont pas dans la légalité, on ne connaîtra pas qui est le bandit, qui est le faussaire. Ceux qu'on dit qui sont les étrangers, les 4000 qu'on dit étrangers, quand ils n'auront pas de documents et qu'on va lancer la véritable phase répressive, ils seront obligés d'abandonner. On va les épingler oui, on va les épingler rapidement. Qu'ils aillent s'enregistrer, c'est 65 000. C'est 65 000 francs CFA qu'il faut payer. Les différentes mairies ont imposé des taux, on va dire comme ça, des taux aléatoires. Oui, par exemple, à la mairie de Douala, on demande à chacun de payer 500 francs par jour. Vous devez payer 100 francs. On calcule sur certaines périodes pour écouler l'ensemble. Même là, il y a des gars qui ne payent pas. Même là, je dis que quand les gars viennent collecter, il y a des gars qui ne donnent pas 100 francs. Il dit que je n'ai pas de monnaie. J'ai 10 000, j'ai 5 000. Tout va alors. Le gars se tourne en disant que vous allez voir. Voilà comment on vit. Il y a une mauvaise foi que les Camerounais ont. Il est temps qu'on rentre dans la légalité et avoir des papiers. Pour moi, j'estime que ceux qui ont fait et qu'on a attrapé, vraiment qu'ils rendent gauche. Mais pendant cette manifestation, ces échanges de coups, il y a eu quand même certains qui ont été arrêtés. Est-ce que c'est pour servir d'exemple? Oui. Il faut les arrêter, pourquoi pas? Et c'est justement parce que les gens, l'information était passée quand même. Ceux qui n'étaient pas en règle auraient dû normalement éviter de prendre cet axe-là. Mais il y en a qui sont venus comme pour agresser les forces de l'ordre. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est en 2017. Un mototaxi qui vient gifler comme ça de police et on a laissé faire. Voilà. C'est pas possible. Or, le commissaire était là pour régler la situation, à la faveur même des mototaxis. Mais comme eux viennent comme des fourmis, ou des abeilles, on dit, il vient gifler un commissaire de police. Mais ce n'est pas possible. Et le colonel, commandant de légion qui était parti, la légion du littoral, il a essayé, c'est à ce moment qu'il est monté au créneau, a commencé à vouloir assainir. Et a obtenu qu'auprès du Premier ministre, il y a eu des rencontres avec le Premier ministre où, au regard, à la lecture de ce que vous avez énuméré là comme pièces, ils se sont entendus sur les 5 pièces, mais même ça ne paye pas. Il faut payer et on leur a demandé de s'enregistrer à travers les mairies. Voilà. À travers les mairies, je pense que la madame le maire de Douala 2. Oui, elle a 500 francs. Elle a ouvert un certain nombre de choses qui est quand même appréciable et un service spécial à Douala 2e où les motomans s'enregistrent. Et quand vous vous enregistrez, même si vous n'avez pas encore payé tout, on vous donne un papier qui fait qu'on ne peut pas, lors des contrôles de routine, on sait quand même que vous êtes en devez cotiser. Mais vous devez cotiser. Vous devez. C'est comme ça qu'on va y extirper les ressortissants des pays voisins qui viennent causer des gabruges ici. Voilà. Leur comportement aujourd'hui, Dominique Audrey, n'est-il pas dû au fait que l'État leur a accordé un certain pouvoir? Oui, on les a encensés. À une certaine époque, on les a encensés. Et ils ont pris justement le pouvoir. Et ils se disent non... on nous reconnaît, on nous connaît et en même temps on a même peur de nous si jamais il y a quelqu'un. Vous voyez comment il se déploie généralement quand on vous dit par exemple que non, il y a un mototaxi qui a eu un problème en groupe, en masse, comment il se déplace sur la route au risque même de se faire écraser. Oui, on les a encensés, on leur a donné la latitude d'avoir un certain comportement. Mais ce que moi je déplore tout de même, c'est qu'on ait eu ces affrontements-là, parce que ça aurait pu être plus grave. Ça aurait pu devenir autre chose qu'on n'aurait pas pu contrôler après. En même temps, ils sont très nombreux, beaucoup trop nombreux. On aurait pu avoir des morts d'hommes. Mais est-ce que ça va donc se terminer comme ça?
Par la violence. Comment est-ce qu'on va faire pour gérer ça? Parce que même si... qui représente ces mototaxis? Ils ont une expression qui disent « on va faire le ho-ha, ça va passer ». Qui représente ces mototaxis? Un syndicat, ils ont des syndicats. Ils ont des syndicats. Il faudrait donc qu'on rappelle ces syndicats alors, puisqu'ils sont sous la coupole de quelqu'un, ils ne fonctionnent pas comme ça. On doit mais on va dire qu'ils se sont organisés tout seuls. Hein. Ce n'est pas l'État qui a installé de l'organisation au sein de ce corps-là. Si, c'est l'État, puisque l'État a dit, lorsqu'il y a eu plusieurs manifestations, l'État a dit, donnez-nous les personnes avec qui on va discuter. On ne peut pas discuter avec vous tous, comme on vous voit, on a besoin de personnes. Et ils ont commencé à former des groupes. Vous avez ceux de Feu Rouge, vous avez ceux de Wibonakwa, vous avez ceux de AZ Alip. Donc, dans chaque station, service, ils ont créé des groupes et ils font des réunions. Donc voilà, qu'on contacte donc les différents représentants des syndicats, qu'on ait des conversations sérieuses. Je crois que le ministère des Transports a interpellé, qu'ils fassent asseoir ces gens et que les mototaxis envoient leurs doléances. Ils ont besoin de moratoire avant de payer la vignette et autres. Mais Dominique, c'est que le politique est venu faire ami avec eux. Quand on les utilise pour les campagnes électorales, vous avez dit ça tout à l'heure, le chef d'État dit lors d'un discours un 10 février, voilà, comme si c'était un métier qu'on appelait. Oh, vous pouvez faire 10 ans sur la moto. Vous faites 10 ans sur la moto, vous ne pouvez même plus. Voilà. Même votre femme va vous quitter, vous ne pouvez plus. Donc, c'est pas un métier. C'est pas un métier parce que même si vous décidez d'acheter 50 motos, bon, vous dites, vous recrutez les chauffeurs comme on le fait avec les taxis. Mais est-ce que le gars, là, vous allez lui payer combien par mois? Est-ce qu'il va exercer sa profession 15 ans et être affilié à la CNPS pour bénéficier d'une pension retraite? On ne sait pas. Donc, c'est un métier vraiment à risque, à haut risque même. Donc, quand on s'y engage, comme disait Charles Hamel, payer, dites-vous, j'ai fait ma moto peut-être pour... Sauf que maintenant, ça débouche sur la violence et il faut régler ça comme des adultes, comme des personnes civilisées. Mais est-ce que des personnes civilisées qui sont dans un domaine d'activité comme la conduite, à chaque carrefour, 10 gars du billet, ils vont respecter? Non, Ezir même, les gars. Non, mais on dit placer ça ne coûte rien à l'État de régler ça. Le risque, c'est que les gens vont mourir. Parce qu'ils sont amis avec le politique. Le risque, c'est que les gens vont mourir. Vous voulez qu'on mette les gens du billet là-bas? Les mototaxis vont mourir. Plus que les gens qui sont moins 90, 80, 92, on va l'air du multipartisme. Vous voulez qu'on reproduise ça? Parce que c'est un exemple. Mais comment est-ce que des gens qui sont dans un secteur d'activité refusent d'être identifiés? C'est-à-dire qu'ils s'opposent même à l'obtention d'un permis de conduire. Parce qu'ils veulent tout simplement profiter du torrent pour faire n'importe quoi. Ils veulent profiter de l'état de santé du Cameroun pour vraiment commencer à fonctionner à leur guise. Mais sauf qu'ils mettent en mal tellement de Camerounais parce qu'avec ce secteur, l'insécurité a vraiment pris des proportions inquiétantes dans la ville de Douala. Ça, tout le monde, on est d'accord là-dessus. Parce que vraiment, ils se servent toujours de ça pour aller effectuer leur sale besogne. Et en journée, ils font croire que non, vraiment, ils sont des personnes assez catholiques, ils font de la moto et tout. Mais après, ils utilisent ça à d'autres fins. Donc, c'est vraiment très compliqué. Surtout qu'ils savent qu'ils peuvent facilement faufiler dans des quartiers avec ça. Ils peuvent rouler comme ils veulent, ils ne seront jamais interpellés. Voilà pourquoi on se retrouve là. Sinon, c'est tout simplement une désinvolture. Ils payent combien en un an par rapport à ce qu'ils gagnent? Voilà. Comme le dit Charles Hamel, 200 000 francs CFA. Je vous le dis. Les conducteurs de moto gagnent 200 000 francs CFA par mois. Donc, moi, j'aimerais encore vérifier. Je vous parle sur la base. Je vous parle sur la base. Nous avons mené les enquêtes, on a discuté. Je vous dis qu'ils cotisent. Allez, je vous donne un droit. Tous les samedis. Et c'est arrosé de bière. Bon, passez là-bas le samedi à partir de 10h. Vous allez voir les véhicules garés. Ils tombent le samedi et le dimanche. Passez là, vous allez voir les véhicules. Les motos sont garées, plein de motos. Ils sont en train de faire la tontine. C'est des gars qui travaillent. C'est des gars qui travaillent. Vous avez des gars, je vous prends un cas, vous avez des gars qui bâchent rond-point 4 étages. Rond-point 4 étages, ils mettent 3 personnes derrière, 400. 3 personnes. 1200. Allez. Seulement aller. Et maintenant le retour. Avec le carburant de 1000 francs, il fait l'aller-retour peut-être 4 fois. Mais c'est ce que nous vivons tous les jours. 4 étages, ils sont là-bas, en rond-point 4 étages, il faut 400. Vous voyez les gars, à 18h, ça monte à 500, 600. Vous voyez des gens qui vous bousculent pour monter dessus parce qu'ils connaissent voir la distance. C'est pas homologué, les prix ne sont pas homologués. On devrait homologuer les mêmes prix comme le taxi. Non, on dit c'est 250. Pourquoi l'activité prospère?
Parce que tout simplement, la demande est vraiment forte. Importante, est très forte. oui. Et elle est vraiment très forte par rapport à l'offre. Est-ce qu'il y a suffisamment de... C'est pour ça donc Est-ce qu'il qu'il faut y a des... réglementer. Est-ce qu'il y a... Bon. C'est pour ça qu'il on faut va réglementer. réglementer, là on est d'accord. Mais je si, dis, on a besoin également de... Isabelle on a Carole, besoin quand vous également de- descendez en van, vous ne voyez pas les motos. Vous prenez la moto Mokolo. Mokolo, vous prenez l'Opel. Oyomabang. Vous arrivez au Oyomabang, vous descendez, les motos vous attendent. Vous allez en Cansonel, faut maintenant, on colle Bessoine. Vous allez, là, les motos vous prennent. Si organisé, on peut le faire ici. On peut le ramener, on peut bien organiser ça. En disant que vous descendez à entrée Bepanda, tous les Bepanda, Yon, Sanka, les sons, bonnes nouvelles, tout ça, vous faites avec la moto là-bas. Oui. On vous case là-bas. Donc, pas si pareil, on vous case. Dès qu'il y a un endroit, le taxi s'arrête, c'est normal. Pour permettre à tous de pouvoir faire. Vous avez plein de propriétaires, d'anciens propriétaires de taxi, qui ont dû abandonner le taxi pour tomber dans la moto. Exactement. Voilà. On va continuer l'émission avec Consti Parce que c'est Lamine gratuit. pour la première page publicité concernant le produit Sorepco. Alors bonjour Karine. En attendant que la technique, voilà, c'est bon. Alors bonjour Karine Santia, bonjour à tous nos téléspectateurs et merci à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Ce matin, votre concept de communication et de vente s'installe encore sur le plateau d'Equinox Télévision, la meilleure des télévisions en Afrique, pour parler de magasins pas comme les autres, les magasins Sorepco. Ça fait plusieurs années que l'aventure dure entre Consti Lamine et les magasins Sorepco, parce qu'à Sorepco, c'est le respect de la parole donnée, à Sorepco, c'est le respect de la clientèle, à Sorepco, c'est les prix les plus bas. Il faut le rappeler que tous les partenaires du concept Salaka ont pris l'engagement de vendre des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Et ce matin, nous allons parler encore des batteries, nous allons parler encore de la sécurité automobile, nous allons parler encore, bien entendu, de plus en plus d'une marque mondialement reconnue, la marque Parma. Ah ben oui, chers téléspectateurs, acheter une batterie, c'est bien, avoir une batterie, c'est bien, mais avoir la batterie de marque Parma, c'est encore mieux. Pourquoi choisir la batterie Parma? La durabilité, la qualité, l'élégance et surtout la garantie que nous donnons à tous nos clients, ceux qui vont acheter la batterie Parma dans tous les magasins Sorepco. Écoutez-moi très bien, chers téléspectateurs. Je sais qu'il y a les batteries même à 5 000, je sais qu'il y a les batteries même à 10 000, mais alors soyez très très prudents parce que la vie, c'est la prudence, la conscience et la prévoyance. Et dans la prévoyance, il est important de vous rendre dans les magasins Sorepco en ce moment et d'acheter une batterie de qualité supérieure, une batterie durable, que ce soit pour le camion, que ce soit pour la voiture, que ce soit pour le taxi, que ce soit pour les voitures personnelles, que ce soit même pour les tracteurs. Sorepco vous permet d'avoir des batteries de très très bonne qualité et vous avez ces batteries à 47 080 francs, une batterie de 60 ampères, vous l'avez dans les magasins Sorepco à 47 080 francs. C'est valable dans tous les magasins Sorepco. Les numéros de téléphone, vous les avez. Les gens qui veulent acheter pour revendre, il y a la possibilité d'avoir encore un prix spécial pour ceux qui veulent acheter en quantité. Je vous le dis en tant que le communicateur commercial de Sorepco, parce que la direction commerciale m'a chargé d'attirer l'attention de tous les revendeurs du camp Yabassi, d'attirer l'attention de tous les revendeurs de Yaoundé, les revendeurs de Bafoussam, de Bamenda. Appelez les magasins Sorepco et soyez les revendeurs des batteries Parma, parce qu'on veut permettre à tout un chacun d'avoir une batterie de qualité pour son véhicule, une batterie durable pour son véhicule, raison pour laquelle vous avez les batteries Parma, notamment 60 ampères à 47 000, bien entendu 80 francs. Et ce n'est pas tout. Quand vous achetez une batterie à Sorepco, on vous donne un choisible gratuitement et bien entendu un triangle de signalisation. Alors ces deux gadgets accompagnent l'achat de votre batterie dans n'importe quel magasin Sorepco. On ne parle pas que des batteries de 60 ampères à Sorepco. On parle également des batteries de 70 ampères. Oh là 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 là. Une batterie de 70 ampères, vous l'avez à 57 880 francs. Je rappelle qu'il y a la monnaie, hein. Donc vous donnez 57 000 et quelque chose là, on vous donne la monnaie. Sorepco a toujours la monnaie. Donc nous ne gardons pas les 20 francs des clients. Vous donnez, on vous rembourse vos 20 francs dans les magasins Sorepco. Donc écoutez-moi très bien. Mototenye Sengalema Tatan, Basango na Banyango, alande au magasin Sorepco, et Banjana Oben batterie Yabouam.
Onyola Mouto Amongo, t'es bien des camions, t'es bien des tracteurs, t'es bien des taxis, t'es bien des voitures personnelles, quelle que soit la marque de véhicule, vous avez les batteries Parma à partir de 47 080 francs. Et ce n'est pas tout. Une batterie achetée, on vous donne gratuitement un choisible de sécurité et un triangle de signalisation dans tous les magasins Sorepco. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez M. Kemadjou, appelez-le dès à présent. N'attendez pas la fin de la promotion. C'est maintenant, c'est yes no, yes no, yes no, yes no. Call Sorepco and buy les batteries par mois. Merci, Consti Lavine, pour cette partie. On va continuer avec le deuxième sujet de la revue des réseaux sociaux, Isabelle Carole. C'est tout de suite et maintenant Karine Santia avec donc ces autres images également qu'on retrouve toujours sur la toile et qui vraiment permet à pas mal de personnes de pouvoir déposer des commentaires. Ce sont dans ces images de la caisse, voilà, le service de la caisse à l'hôpital la Cantini de Douala, vraiment où l'État laisse vraiment à désirer parce que ça c'est vraiment dans une situation de décrépitude totale entre branchement électrique anarchique, construction dégradée. On se pose bien la question de savoir où est-on exactement, à quoi servent tout cet argent qui sont versés de ce côté. Vous voyez vous-même l'état de cet endroit où des gens viennent verser des millions de francs CFA au quotidien, mais l'espace en lui-même ne peut même pas subir la moindre réflexion que possible. Vraiment, on se demande si la santé des populations, encore des Camerounais, tient à cœur à ces personnes, encore que là, on est dans une structure ou encore une formation sanitaire où on devrait même faire de ces personnes des priorités en leur mettant à l'abri de certains dangers, comme ça en étant de voir de l'eau par-ci qui coule, de la clim et tout ça, qui soit mal aménagé, et de voir ces installations et de voir ces caisses. Vraiment, ça ne nous honore surtout pas. Bon, Bengan, on sait que l'état de propreté d'un centre hospitalier est caractéristique de ce que ça donne espoir. Absolument. Mais là, on a l'impression que ça vous appelle à mourir. C'est même des mouroirs, ça n'appelle pas. L'hôpital au Cameroun, c'est devenu un mouroir. L'hôpital, avant, c'était... Quand on y accédait, quelquefois, le médecin vous dit, ça va, vous dites oui. Et pourtant, vous êtes venu le voir parce que ça ne va pas. Donc, en réalité, oui, ça va, oui, alors que ça ne va pas. Donc, en fait, l'hôpital inspirait l'espoir. D'abord, la propreté, l'entretien et des bâtiments, et des gazons et de l'environnement de l'hôpital est d'abord propre. C'est pour répondre à leur diction qui dit « prévenir vaut mieux que guérir ». Donc, c'était d'abord la propreté. Ensuite, l'accueil et tout. Maintenant, le Cameroun est devenu une curiosité depuis un moment. On a transformé nos hôpitaux, surtout la Cantini, qui est considérée comme une direction extérieure du ministère de la Santé publique, comme des entreprises. On leur demande de faire de l'argent. Alors que l'hôpital, sa vocation première, c'est l'administration des soins et faire de la recherche. Faire de la recherche. Maintenant, on lui dit, tu dois nous donner 2 milliards en fin d'exercice, tout le mois de décembre. Et pour produire les 2 milliards, on lui donne par exemple 40 millions de francs. Dans 40 millions de francs, il faut l'adduction d'eau, il faut l'entretien, il faut payer un certain nombre de choses. Il ne peut pas subvenir à ces charges avec les 40 millions qu'on lui donne pour le frais de fonctionnement. Donc voilà le problème qui se pose avec l'hôpital au Cameroun aujourd'hui et l'hôpital à Cantini, précisément, puisque c'est d'elle qu'il s'agit au niveau des C'est un hôpital de référence. Voilà. Oui, on ne peut pas lui dire « donne-nous 2 milliards en fin d'année ». Ce n'est pas ça sa vocation. Sa vocation n'est pas de remplir les caisses de l'État. Sa vocation, c'est d'avoir les citoyens bien en bonne santé. Mais il y a quelques jours, le docteur Manaouda Malachi faisait le tour des centres de santé, des hôpitaux publics à Douala. Il était là, il n'a pas vu ça. Mais si, il a vu. Mais attends, il y a une manifestation de caisse unique. Par exemple, sans directeur, lui, la Cantini, tous les hôpitaux, l'hôpital central de Yaoundé, chacun donne l'état des besoins. Il l'envoie au ministère de la Santé publique qui renvoie à son tour au ministère des Finances et le ministère des Finances a ses priorités. Si la priorité c'est que les membres du gouvernement doivent aller au nord en louant un avion d'une compagnie étrangère pour aller voir comment le pont s'est effondré, là on va donner l'argent là-bas. Et or, il n'y a pas de réactifs à la Cantini, l'insuline est finie, il n'y a pas. Donc,
on ne permet pas à l'équipe dirigeante de nos hôpitaux d'élaborer et de participer à leur épanouissement, à leur fonctionnement normal. Donc, un simple néon, donc ce qu'on appelle ampoule généralement, peut se gâter là, ça va rester là 6 mois. Alors que c'est seulement l'ampoule seule qu'il faut changer qui coûte 600 francs à côté, et ça va faire 6 mois. Et c'est à l'hôpital qui est même incapable aujourd'hui de lutter contre les moustiques. Or, si le palu vous attrape à la maison, vous venez à l'hôpital. Mais à l'hôpital, vous allez rendre visite à un de vos patients qui est interné. Vous sortez avec le palu. Parce que les moustiques, notamment la quintini, sont comme des chatons. J'ai dit, on les chasse même avec... Vous ne pouvez pas les tuer avec la main, c'est avec les lattes. Donc, quelqu'un a dit un jour que les moustiques de la quintini, on la graisse. On la graisse, mais justement, non, c'est récent. Il faut qu'on revienne à l'hôpital, l'orientation normale de l'hôpital, l'administration des soins et la recherche. Monsieur Mbachou, on sait aussi qu'à l'hôpital La Quintini, lorsque vous y arrivez, vous devriez être vraiment nanti, vous devez avoir beaucoup d'argent parce que les soins, ce n'est pas vraiment évident pour celui qui n'est pas prédisposé. Maintenant, lorsque vous arrivez à la caisse et que vous voulez retirer par exemple 500 000 francs pour envoyer par cet espace, par ce petit trou que vous avez vu là, mais que vous voyez que c'est là-bas que se trouve votre malade, l'état de décrépitude, est-ce que vous-même vous pensez que votre malade pourra être bien traité? Est-ce que c'est là on va souhaiter? Ce n'est que vous payez. Ce n'est que vous payez. Il ne faut pas qu'on montre que l'hôpital fait des chiffres. Parfois, vous arrivez à des herbes même qui poussent. On n'a pas pris la peine d'enlever ces herbes. La moisissure. Il y a un responsable je pense qu'il y a un responsable d'hygiène au niveau de l'hôpital. Poser la question au responsable de l'hygiène de l'hôpital, qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir aménager et s'assurer de la propreté des infrastructures? C'est le premier point. Deuxième point, est-ce que cet endroit à l'origine avait été conçu pour être la caisse? Parce que c'est comme si on a rajouté juste le petit trou. On a percé un trou. Disait l'expression, on a percé un trou qu'on a transformé en fenêtre. Peut-être que ce n'est pas la caisse principale, vous voulez dire? On va faire quoi ici? On dit qu'il faut faire, vraiment. Si on pouvait faire le trou par dehors, non, par dehors, ce n'est pas bon. Personne, plutôt le trou par dedans. Le magasin est devenu le lieu où désormais on va installer une femme. Et ça démontre que nous avons des vrais techniciens. Parce que regardez que le câble qui sort va contourner. Si la régie peut mettre l'image, ça contourne, ça vient net au niveau pour diviser. On a que c'est ici, là. Voilà le bon endroit où l'eau là va couler. Quand on calcule l'incidence, la pente et tout, c'est là. Donc vous voyez que, regardez, l'ingénieur a travaillé. Vous voyez là, on orienté tous les fils qui pouvaient être ailleurs. Il a orienté ça sur la pente et c'est descendu net. Donc, démontrer qu'il y a des gens qui travaillent. Allez donc chercher à savoir quel est l'individu qui a gagné ce marché. C'est le cousin du neveu, du frère, de la sœur, du petit frère d'eux. Et finalement, quand on va se soigner et que le garde-malade lui aussi il est exposé à ce genre de choses, c'est pour dire que prochainement il revienne. Mais c'est pas l'alternance. Quand le malade sort, c'est le garde-malade qui sera interné. Et sans oublier que si vous voyez là où on prend l'argent, là où on se soulage alors, donc les toilettes. Donc je pense que... Seulement au petit payant, n'allez pas loin. Là où on prend l'argent, c'est comme ça. Mais là où on passe se soulager, c'est comment? Maintenant, il y a un certain nombre il y a un budget qui est alloué au ministère de la Santé pour ce genre de travaux chaque année. Qu'est-ce qu'on en fait, Dominique Audin? On ne pourra donner le budget que si on a remonté l'information. Maintenant, on ne peut pas savoir si effectivement, au niveau de l'hôpital La Quintini, on a fait savoir qu'il y avait ce genre de problème. Et maintenant, ça interroge le choix des hôpitaux que M. Manaouda Malachi visite. S'il allait visiter La Quintini et que malgré son passage... Dominique, il est venu visiter La Quintini sortant d'un lieu UP où il a tout fait. Quand il est arrivé, on a dit ouvrez le portail. On a ouvert le portail, il a entré. On a dirigé. On a choisi les endroits. Ouais. On n'a pas dit, monsieur le ministre, baladez-vous. On a dit, suivez-nous. Dominique a raison. Il était d'abord venu comme un patient avant. Et il a donc vu. Et il a vu. Voilà. Il était venu à La Quintini, je pense, à Nilon aussi. Donc à l'hôpital. Parce que la dernière fois qu'il est venu, je crois quand même qu'il a eu à
Il était d'abord venu comme patient. On ne le connaissait pas trop. Il venait d'être nommé, il a fait de tours, il venait comme patient. Et il disait, voilà. C'est après qu'il s'est filmé lui-même. Il a dit au gars, filme-moi. On a filmé. Et au sortir, il a demandé, j'étais là moi aussi. Et on a commencé à gratter. Justement, donc la question est bien posée. C'est à lui de nous répondre. Il venait voir la Miss Lakentini. Non, il ne faut pas dire ça. La seule photo de lui qu'on a vue au sorti de là, c'était la Miss Lakentini. Je ne sais pas si c'est celle qui a mis le plus long à l'hôpital. Ou bien, parce que la Miss là, c'est peut-être parmi ceux qui ont mis le plus long à l'hôpital, soit ceux qu'on veut réconforter. Est-ce que c'est le personnel travailleur? Nous aussi, on a vu comme vous, Miss Hôpital à Crédit. Donc, vous voyez, vous savez les concours de Miss Ati, hein? On est venu voir les concours de Miss plutôt que l'hôpital, parce qu'au sorti de là, c'est vrai qu'il abordait la question il est venu quand même dans le littoral pour revoir la question de la gestion des infrastructures, le Covid, comment est-ce que la prise en charge est faite, mais on s'attendait à ceci, qu'il puisse se rassurer qu'en termes d'équipement, le personnel, en termes de médicaments, les pharmacies sont équipées, parce que c'était rapproché de ça, il aurait vu beaucoup d'imperfections, puisque ce n'est pas seulement le seul endroit au niveau de la Quintini qui est en état de décrépitude avancée. Si regarde, il a refaire un tour. Hein. Mais là, en civil, sans veste, non, qu'il aille en tant que ministre qui ne demande pas qu'on le suive. Mais en même temps, il n'a pas toujours besoin de faire des descentes pour que les gens essayent de prendre vraiment leur responsabilité. On n'a pas besoin que le ministre soit par-ci ou par-là, encore que... Mais ici, c'est sa responsabilité. C'est lui qui doit dire au cabinet. Il y a des personnes là-bas qui voient ça, qui sont en charge de ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent quand le ministre va annoncer OK, Charel la semaine prochaine, ou alors qu'il va dire ça, pourquoi on essaie de... Puisque c'est à lui qui autorise, c'est à lui qu'on envoie de l'argent. C'est comme le lycée, on déplorait le fonctionnement des lycées dernièrement. Les frais éligibles et tout, on envoie, chaque proviseur envoie ça à Yaoundé. Et il dit, j'ai 6 sixièmes. J'ai besoin de 6 registres de telle page. J'ai besoin de tant nombre de ça. Et on lui envoie donc l'argent pour acheter cela avec des factures appropriées pour pouvoir justifier. Or, les enfants s'inscrivent à l'école. Pourquoi ne pas lui donner l'autorisation d'engager les dépenses, quitte à justifier? C'est ça qu'on demande à l'hôpital. S'il y a des personnes qui décèdent là maintenant suite d'électrocution, je suis sûr qu'on n'aura pas besoin de l'arrivée du ministre pour pouvoir aménager cet espace. On va prendre la deuxième partie du passage de Consti-Lamine avec les languettes. Bonjour Consti-Lamine une fois de plus. Une fois de plus, bonjour Karine Santia, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les utilisateurs de languettes médicales. Ceux qui ne sont pas encore des utilisateurs, je vous recommande bien sûr d'avoir ces languettes médicales parce que moi-même qui vous parle en ce moment où je suis placé, j'ai les languettes médicales à l'intérieur de ma chaussure. Ça, je vous le dis, chers téléspectateurs, pas parce que j'ai les douleurs au niveau de la plante du pied, mais il est important de se prévenir contre les douleurs de la plante du pied. Donc Consti-Lamine lui-même est un utilisateur des produits qu'il commercialise parce qu'on ne saurait, c'est-à-dire on ne pourra pas vendre un produit qu'on n'a jamais utilisé, raison pour laquelle avant de commercialiser un produit sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision, je prends la peine moi-même d'utiliser ou alors de consommer les produits que je commercialise, raison pour laquelle ce matin j'attire l'attention de tous les téléspectateurs. Ces languettes médicales, c'est une véritable solution contre les douleurs de la plante du pied. Ces languettes médicales permettent de redresser la plante du pied. Ces languettes médicales permettent également de nous prévenir contre les douleurs de la plante du pied. Ces languettes médicales donnent une souplesse pas comme les autres à vos pieds,
Raison pour laquelle je vous recommande vivement ces languettes médicales. Et encore aux sportifs, il est important d'avoir les languettes médicales à l'intérieur de votre paire de godasses ou alors à l'intérieur de votre paire de tennis, parce qu'avec les languettes médicales, vous allez vous mouvoir au maximum, que ce soit sur une piste d'athlétisme, que ce soit sur un terrain de football, un terrain de handball, un terrain de basketball. Il est important d'avoir les languettes médicales que voici en vente au magasin 1001 tapis. Les languettes médicales que nous vendons sont les languettes de très très bonne qualité, sont les languettes d'origine. Vous les mettez à l'intérieur de votre paire de chaussures une fois que vous l'aviez mis, et ces languettes doivent être en contact avec la peau de la plante du pied. Il est important de les porter ainsi. Alors je recommande ces languettes médicales à tous les téléspectateurs de cette émission. Mototenye Sengalemba Tatan, on Sengalete cessé au miende, on Sengalete cessé aux plantes du pied. Yande au magasin 1001 tapis, on nonge languette médicale. Et banjana languette médicale, yena consti la mina mandiseno, ido di ouais, ya bolana miende mongo, misi mabepe cessé. Motote basango na banyango, bion yande au magasin 1001 tapis, lo nonge languette médicale, yena consti la mina no jandise. Donc any man, where the yami just know, you the hot for your plante de pied, you the hot for your cuisse. Just come for magasin 1001 tapis and take languette medical. When you buy this languette medical, you go put them for inside your shoes and you wear them. You go here fine saute, you go run like a bim bim, you go walk like a joker, you go walk, you go run, you go run, you go run, you go run. Donc any man must take a languette medical. For woman no idée, for man pikin no idée. Donc any man must come take a languette medical for magasin 1001 tapis. Alors à l'instant, le prix de ce languette médicale, 6500 francs, c'est le prix de promotion. 7500, c'est le prix normal. 6500, c'est le prix de promotion. Mais comme au concept Salaka, il y a toujours des doubles réductions. Nous laissons la paire de languettes médicales à 6000 francs. La paire de languettes médicales neuve dans son emballage au magasin 1001 tapis. Et c'est un prix qui est valable pour tous les clients, que ce soit à Yaoundé, à Garoua. On parle également de la pommade contre les hémorroïdes qui est toujours en vente au magasin 1001 tapis. Cette pommade, vous la retrouverez au magasin 1001 tapis. Constylamine, c'est ici qu'on va mettre un terme à cette édition de 10-12 les Zénith. Merci à Charles-Amel Bachou. Merci aussi à Isabelle Carole Zoupet qui était avec nous. Merci à Mbombo Bengan, à Dominique Audrey. On va continuer peut-être demain. Pourquoi pas.